Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce webinaire organisé par Bretagne Commerce International. Nous vous accueillons avec plaisir sur ce thème sur le RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, les points de vigilance et les clés pour prospecter en France et à l'international. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Maître Stanislas Velov, cabinet d'avocats Kéros à Rennes, qui se présentera donc dans quelques minutes. Bonjour à tous. Lors de nos rendez-vous avec les entreprises souhaitant prospecter à l'international, nous entendons effectivement souvent cette question liée au RGPD sur la base de vos actes de prospection, tant en présentiel, par l'échange de cartes de visite sur des salons, par le volet digital via des prises de contact en réseaux sociaux ou sur les marketplaces. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous proposer un focus court et concis illustré d'exemples concrets avec Maître Stanislas Velov, qui vous présentera tout à l'heure le sujet. Un point technique en préalable que nous faisons toujours en amont de ces webinaires. Votre caméra et votre micro sont désactivés, seuls les animateurs sont visibles et audibles. Ce webinaire est enregistré, ce qui veut dire que vous pourrez le voir une fois formaté par BCI.com. Vous pourrez le revoir sur le site de BCI, sur BCI Info, webinaire en replay. Vous pouvez nous poser des questions en live, comme je vous l'ai indiqué, plutôt dans l'onglet Q et R. Je lirai ces questions en fin de webinaire, c'est ce que nous avons convenu avec l'intervenant. Et je les lirai à voix haute et Maître Velov y répondra, sauf bien entendu dans le cadre d'une nécessité d'avoir une réponse individuelle plus approfondie. Et dans ce cas, bien sûr, Maître Velov pourra vous répondre individuellement. Vous pourrez le contacter ultérieurement. Vous aurez ses coordonnées en fin de ces supports PowerPoint. Merci. Donc, nous allons peut-être commencer ce webinaire. Je veux bien, donc, Maître Velov, commencer peut-être par une petite introduction sur Bretagne Commerce International. Je vais vous donner la main sur les slides, ce sera plus simple. Donc, Bretagne Commerce International, je vous le rappelle, est une association d'entreprises bretonnes, environ 1000 adhérents, l'outil du Conseil régional et des CCI de Bretagne. Nos deux missions essentielles, aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l'international, je vais le détailler de manière un peu plus détaillée tout à l'heure, et identifier et accompagner les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Nous allons poursuivre, si vous voulez bien. Donc, une équipe de 35 personnes basée en Bretagne, au plus proche, dans vos CCI, pour les conseillers comme moi, donc conseillers à l'international pour les aspects d'abord techniques et réglementaires pour ma part, et les aspects plus stratégiques. Et on détaillera tout à l'heure cette mission. Nous sommes basés dans les CCI, donc à proximité des territoires des entreprises. Et vous avez également nos collègues chargés d'affaires, plus spécialisés en secteur, qui sont, eux, basés sur le site de BCI à Rennes. Nous travaillons pour vous aider dans vos prospections à l'international avec un réseau de partenaires, plus de 200 partenaires agréés à l'étranger dans plus de 85 pays. On peut passer la suite, s'il vous plaît. Voilà, comme je l'ai dit à l'instant, donc un axe d'accompagnement prioritaire pour vous informer, vous sensibiliser, par le biais notamment de ce webinaire ou des réunions en présentiel quand ce sera à nouveau possible. Nous essayons de recommencer des réunions en présentiel parce qu'effectivement, c'est important de pouvoir de nouveau échanger. Et nous vous accompagnons aussi à l'étranger pour des missions individuelles à l'étranger, pour des présences d'entreprises qui exposent, présence d'entreprises bretonnes exposant à l'étranger, sur des salons à l'international, des rendez-vous d'acheteurs à l'étranger. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Voilà, vous accompagner pour chaque étape, que ce soit pour déployer votre stratégie, comme nous l'avons dit avec nos collègues plus en conseil stratégique, organiser également votre veille, comment, une fois que vous avez défini votre stratégie, comment organiser ceci d'un point de vue technique et réglementaire. On peut passer la suite, il faut retrouver toutes ces missions, bien sûr, sur notre page BCI Info. À signaler 2 diagnostics que nous faisons en conseil entreprise, d'une part par nos collègues conseillers donc stratégiques qui vont vous permettre de diagnostiquer
et de poser les points forces, faiblesses de votre entreprise pour vous développer à l'international, prioriser, préconiser les marchés sur lesquels vous voulez vous positionner. Et pour ce faire, vous aider également à mettre en place un plan d'action de financement avec un business plan. Donc, 3 outils structurants à l'international qu'on appelle le PAC entreprise-marché. Et une fois qu'on a diagnostiqué et décidé vers quel pays on souhaite effectivement se développer, il est bien évidemment un point important technique et réglementaire, un 360 degrés qui peut également être fait dans l'entreprise comme le premier diagnostic donc, que je viens d'évoquer, le DIAC-TACI, technique administrative du commerce international, que nous pouvons également développer en face à face en rendez-vous. Et vous retrouvez tout ceci encore sur notre site internet. La suite, s'il vous plaît. Donc, un outil très intéressant et très important pour trouver de l'information, parce que se développer à l'international passe évidemment par la veille, l'information en ligne. BCI vient de refondre son site internet. N'hésitez pas à le découvrir. Vous avez 2 volets importants qui sont à votre disposition et gratuitement. Toute la veille marché, la veille technique et réglementaire. Et pour les entreprises qui sont adhérents de BCI, vous avez en plus des volets de synthèse de marché et une base de données d'acteurs étrangers pour alimenter votre ciblage et prospection marché. Pour adhérer à BCI, vous retrouverez donc l'onglet Adhérer à BCI sur notre site, mais c'est une cotisation pour autant modeste, 250 € pour une entreprise ou 500 € pour un groupe. Donc, ce sont vraiment des avantages à saisir de trouver des informations sur notre site BCI Info. N'hésitez pas à le consulter. La suite, s'il vous plaît. Pour les adhérents, un service nouveau qui est une mise en relation en toute confidentialité sur la plateforme de BCI qui s'intitule BCI Connect. Vous êtes adhérent, vous êtes dirigeant d'une entreprise bretonne, vous vous intéressez à une problématique ou à un pays et vous êtes curieux ou intéressé d'avoir l'avis d'un de vos pairs. Un dirigeant a sans doute déjà été détecté par BCI et a accepté de pouvoir effectivement être l'ambassadeur pays ou plutôt produit sur un pays pour pouvoir répondre à des questions d'autres dirigeants. Et il a la possibilité de vous répondre enfin, sur cette plateforme du coup, confidentielle. Et en toute confidentialité, bien sûr. Ceci est réservé aux dirigeants d'entreprises qui sont adhérents de BCI. La suite, s'il vous plaît. Alors, attendez. Voilà. Une nouvelle plateforme qui va donc être lancée fin 2021, mais qui s'avère être une vitrine importante pour les entreprises adhérentes à BCI pour se faire connaître, être visible des acheteurs étrangers, puisque le maître mot, c'est évidemment pour vendre, c'est d'être visible. Et nous allons donc vous proposer un catalogue en ligne. Donc, soyez vigilants sur nos communications pour savoir quand cette plateforme sera disponible. Encore une fois, service plus pour les adhérents à BCI, donc n'hésitez pas à adhérer. Ce service sera un plus pour votre prospection à l'international et être visible à l'international. S'il vous plaît. Voilà. Et enfin, qui dit se développer à l'international dit aussi recherche de collaborateurs. Utilisez, cherchez, regardez la CVTech que nous avons sur le site de BCI Info. Elles vous permettent de déposer vos offres. Et elles permettent aussi aux candidats de déposer leurs offres, soit demandeurs d'emploi, soit personnes en recherche de nouveaux développements de leur carrière, ou également des étudiants. C'est une CVTech très utile pour nos entreprises et pour nos étudiants ou personnes en recherche d'emploi. Et là encore, c'est un service plus dédié à nos entreprises adhérentes. Voilà. Et le dernier volet, donc pour la mission, comme je vous l'ai indiqué, de BCI, est non seulement de vous aider à vous développer à l'international, mais le second volet confié par la région Bretagne à BCI est également d'aider les investisseurs étrangers en Bretagne. Donc, c'est à la fois de la prospection et de l'accompagnement des investisseurs étrangers en Bretagne. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de Invest in Bretagne. Voilà. L'événement majeur à retenir dans votre calendrier, qui est déjà pour 2022,
une journée dédiée à l'international, donc à noter pour le 4 juillet 2022. Ça sera la 10e édition, l'anniversaire de cette Open de l'international, où nous vous proposons en une seule journée d'avoir des rendez-vous avec nos prestataires qui se déplacent de l'étranger et divers rendez-vous possibles en B2B, diverses réunions d'information. Bien sûr, vous aurez le temps de prendre cette information au fil de l'année 2021 et 2022. Voilà, pour la suite, s'il vous plaît. Et ce sont les coordonnées de nos adresses respectives. Et nous allons pouvoir passer au sujet que Maître Veloff a abordé. Juste un point, non seulement ce webinaire donc, sera effectivement visible en replay, mais vous recevrez par ma collègue donc Christine Martinet, que vous avez en contact pour le suivi de vos transmissions d'informations mail sur ces webinaires. Christine vous adressera le support également de ce webinaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon webinaire et je reprendrai le fil sur le fil des questions à la fin de l'intervention de Maître Veloff. Je vais juste couper le son et la vidéo. Très bon webinaire. Bonjour à tous, Stanislas Veloff, donc avocat associé du cabinet Kéros. En 2 mots pour présenter Kéros, tout d'abord, bien Kéros est un cabinet d'affaires situé à Rennes, spécialisé de façon générale en droit des affaires et plus particulièrement sur les domaines qui intéressent la vie des entreprises, la structuration des projets, la gouvernance des entreprises, les questions de restructuration, de fusion-acquisition, la question également des réseaux de distribution, les accords de recherche et développement, l'innovation, également un volet en conformité et concurrence, et pour ce qui me concerne, une spécialisation, ou en tout cas un domaine d'activité en propriété intellectuelle, nouvelles technologies, donc qui est un petit peu mon domaine d'activité, donc la propriété intellectuelle, la nouvelle technologie, ainsi que les réseaux de distribution. Et donc c'est tout naturellement que dans ce secteur d'activité, je suis amené à assister les clients sur un certain nombre de questions du RGPD. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on m'a sollicité pour intervenir sur ce sujet, vaste sujet, sur les points de vigilance et les clés pour prospecter en France à l'international. On pourra évidemment y passer des heures et des heures. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est d'être très concret, très pratique pour vous, de vous donner des clés de compréhension tout en vous rappelant un petit peu le contexte. Donc, ça va être l'objectif un petit peu de cette présentation. Je vais tout d'abord rappeler, pour ceux qui, en tout cas, ne sont pas forcément familiers avec le RGPD, en tout cas pour poser un petit peu les bases de ce qu'est le RGPD et de ce qu'il implique en France et à l'international, avec évidemment une grande coloration sur la prospection à l'international. Puis nous aborderons ensuite dans un second temps les bonnes pratiques de la prospection à l'international, de la prospection commerciale en France et à l'international. Et puis enfin, en troisième partie, je me suis permis d'anticiper peut-être certaines de vos questions. J'ai fait une sorte de melting pot de certaines questions qui me sont fréquemment posées par mes clients. Et donc, je me suis permis voilà, de les anticiper. Peut-être ce seront des questions que vous serez amenés à me poser. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Voilà, vous verrez également, j'ai voulu être assez pratique, je vous ai livré des recommandations. Donc ces recommandations, vous les verrez dans mes slides, ce sont des encarts orange qui sont des sortes de points pratiques, des trucs et astuces, ou en tout cas des points pour vous plus concrets à retenir. Et c'est comme ça que j'ai voulu vous transmettre un certain nombre d'informations pour que ce webinaire puisse être le plus pratique et le plus concret pour vous. Abordons tout de suite la question du RGPD, donc un bref rappel tout d'abord. Qu'est-ce que le RGPD? Alors, le règlement général sur la protection des données a été adopté par l'Union européenne en 2018, ça fait maintenant 3 ans, et il a pour ambition de renforcer la protection de la vie privée des personnes et d'encadrer les traitements de données personnelles qui sont faits. C'est ce qu'on appelle une régulation extensive parce qu'on va le voir, elle s'applique dans de très nombreux cas de figure, en France et même à l'international. Point important à retenir à ce stade-là, tout le monde est concerné. Tout le monde. Que vous soyez une entreprise privée, de l'auto-entrepreneur aux grands groupes internationaux, quelle que soit votre taille, ou bien que vous soyez un État
une administration, une entreprise publique, le RGPD s'applique à vous. Alors, il ne s'applique pas à vous exactement de la même manière. On ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais effectivement, en tout cas, le RGPD, par principe, s'applique. Il va être évidemment renforcé en fonction des données dites sensibles que l'on peut être amené à traiter, ou en tout cas que les États, les administrations ou même les entreprises peuvent être amenés à traiter. Le RGPD vise une recherche d'un équilibre entre deux choses importantes. Premièrement, les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées, et de l'autre côté, bien les intérêts des personnes qui vont traiter les données. Et pour cela, effectivement, on a donc des principes de chaque côté de la balance, qui est tout à fait classique dans le domaine juridique. On a d'un côté le droit fondamental des personnes, et de l'autre la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'expression et d'information, ou encore le secret des affaires. Et donc, il n'y en a pas un qui va nécessairement prévaloir sur l'autre. Il y a une recherche d'un équilibre qui doit être fait, et on va voir effectivement que dans certains cas, l'un va prévaloir sur l'autre, ou l'autre sur l'un en fonction des cas de figure. L'objectif essentiel du RGPD est de redonner plutôt aux personnes le contrôle sur le sort de leurs données, par effectivement des principes à respecter, une information systématique et complète transmise aux personnes dont les données sont collectées pour lui permettre de savoir comment sont traitées ces données, pourquoi, par qui, comment, dans quel cadre et sur combien de temps et sur quel fondement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des principes qui sont établis par le RGPD, notamment le principe de limitation de traitement des données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, concrètement, vous ne pouvez traiter des données personnelles vous ne pouvez traiter que des données personnelles qui sont strictement nécessaires aux finalités que vous avez établies. Je prends un exemple concret. Lorsque vous faites une vente sur Internet, le seul fait de faire une vente, d'offrir un produit ou un service sur Internet, vous n'avez pas nécessairement besoin d'accéder à la date de naissance de la personne. Alors, on peut justifier ça sur d'autres choses, notamment sur de la promotion, mais en tout cas, le seul fait d'offrir un produit ou un service sur Internet, collecter une donnée comme la date de naissance n'est pas strictement nécessaire pour atteindre l'objectif qui est celui de la vente. Troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de droits qui sont accordés aux personnes concernées par les traitements. Chaque personne dont les données ont été collectées peut exercer toute une série de droits, je ne vais pas donner ici, mais effectivement que vous pourrez retrouver très facilement, auprès des entités qui ont collecté ou traité leurs données. Important à noter, c'est que l'exercice du droit des personnes est gratuit, il est encadré dans un délai de réponse d'1 mois par principe. On doit répondre aux personnes dans un délai d'1 mois, sauf cas particulier. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui est important à ce stade à garder à l'esprit. Comme un certain nombre de régulations en France et en Union européenne, comme par exemple le devoir de vigilance ou l'anticorruption, le RGPD a pour ambition de provoquer un changement culturel au sein des entreprises et des administrations. Et donc, ça veut dire nécessairement qu'une bonne implémentation du RGPD dans les entreprises suppose de revoir effectivement certaines méthodes de travail et certaines organisations internes. Elle peut être certes vue comme étant source de contraintes, c'est vrai, mais elle est également vertueuse à long terme. Elle permet de renforcer la cybersécurité de l'entreprise et elle permet également de renforcer le gain de confiance des personnes dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Le RGPD n'a absolument pas pour objectif d'empêcher ou de gêner ou d'obstruer la bonne conduite des affaires. Il va imposer en réalité des nouvelles méthodes plus respectueuses du droit des personnes. Voyons quelques définitions pour bien s'accorder sur les éléments dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Alors, je ne vais évidemment pas être très long sur le sujet, mais c'est très rapidement pour évoquer le sujet. Une donnée personnelle peut concerner de façon extensive toute donnée qui est rattachée à une personne, que cette personne soit identifiée, comme par exemple le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, ou bien que ce soit une donnée
identifiables. Ça peut être par exemple des numéros de téléphone, des photos, des enregistrements de voix, et même la pointure de chaussures et l'adresse IP peuvent être considérées comme des données personnelles, dès lors qu'effectivement, plusieurs informations, lorsqu'elles sont croisées entre elles, peuvent amener à identifier de façon précise une personne. Attention, parce que certaines données sont dites sensibles. Alors, je ne vais pas du tout aller sur ce terrain-là aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif, mais simplement un rappel pour vous. Le RGPD va avoir un certain nombre d'obligations renforcées, va vous contraindre à certains devoirs supplémentaires lorsque vous traitez des données que l'on appelle sensibles. Les données sensibles, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des données relatives à la santé, des données relatives à la vie sexuelle, à l'orientation sexuelle, des données qui peuvent révéler une prétendue origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, des convictions religieuses, philosophiques, appartenance syndicale, et même des données génétiques et biométriques sont considérées comme étant des données sensibles. On voit bien pourquoi elles sont sensibles, c'est qu'effectivement, on touche là au plus fort de l'intimité des personnes et à ce qu'elles peuvent effectivement penser. Voilà pour cette brève définition de la donnée personnelle. Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles? Alors là encore, la définition est très simple et elle est très large. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de régulation extensive. Un traitement, c'est une opération, aussi minime soit-elle, même une simple collecte, même si vous n'exploitez pas les données personnelles. Vous faites simplement que collecter des données personnelles, que vous le fassiez de façon automatisée ou même manuellement avec un stylo ou sur un ordinateur. À partir du moment où vous traitez ces données personnelles et qu'elles figurent sur des fichiers, qu'ils soient numériques ou papier, vous faites un traitement de données personnelles. Donc c'est extrêmement large. C'est extrêmement large et ça s'applique à quasiment tous les cas de figure lorsque des données personnelles sont effectivement collectées. Ça va être un tableur Excel, un Google Sheet, un formulaire, un dossier papier. Tout est potentiellement un traitement de données personnelles. Je voudrais également, dans ce premier rappel, faire un petit arrêt sur deux définitions qui sont importantes. Celle de responsable de traitement et celle de sous-traitant. Et vous allez voir pourquoi, effectivement, c'est important au niveau de la prospection commerciale de déterminer si on est plutôt dans le régime du responsable de traitement ou plutôt du sous-traitant, parce qu'il y a des vrais enjeux, pour le coup, en matière de prospection commerciale. Alors, le responsable de traitement, c'est celui qui va déterminer seul ou conjointement. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur le terme conjointement. Conjointement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il peut y avoir plusieurs responsables de traitement. On parle de co-responsables de traitement. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait deux entreprises qui vont être co-responsables de traitement parce qu'elles vont être toutes les deux effectivement en lead sur les finalités et les moyens. Donc c'est une entreprise, si on prend le cas simplement d'un seul responsable de traitement, c'est celle qui va déterminer seule ou conjointement les finalités et les moyens de traitement, c'est-à-dire le pourquoi et le comment. Alors je m'explique qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'utilise les pourquoi et les comment. C'est que on va prendre un exemple très précis. Mon entreprise souhaite faire de la prospection commerciale pour son propre compte. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi je collecte des données personnelles? Pour faire de la prospection pour mon propre compte. J'ai donc la maîtrise du pourquoi. Je vais, pour ce faire, décider de récolter des données de prospects qui sont librement accessibles sur leur site internet ou bien des réseaux sociaux pour me construire une liste de prospects sur Excel. Et je vais les recontacter ultérieurement par email. Ça, c'est le comment. Comment j'arrive à cette finalité-là? Eh bien, en allant collecter des données de prospects sur Internet pour me construire une liste sur Excel, etc., etc. Donc, je maîtrise le pourquoi et je maîtrise le comment. Si on peut répondre à ces deux questions, c'est qu'a priori, on est bien responsable de traitement. Le sous-traitant, lui, il peut avoir une certaine latitude dans les moyens de traitement, mais pour autant, il va traiter les données selon les instructions du responsable de traitement. C'est lui, en réalité, qui va suivre les instructions qui lui sont données. Et je vais vous prendre un exemple concret. Une personne est courtier en assurance. Courtier en assurance, il va proposer à des personnes physiques de souscrire une assurance, un investissement ou autre. Eh bien, pour les besoins de la souscription, les besoins, c'est le pourquoi, ce n'est pas le courtier qui décide, c'est l'assureur, donc le responsable de traitement. Et
c'est l'assureur avec lequel la personne physique va contracter au final. Et donc l'assureur est dans ce cadre, dans cet exemple-là, responsable de traitement, et donc le courtier est un sous-traitant. Et ce qui est tout à fait logique, le courtier va tout simplement intervenir sur les instructions du responsable de traitement. Alors, attention, point de vigilance aussi à ce niveau-là, les deux qualifications, responsable de traitement d'un côté, sous-traitant de l'autre, elles ne s'excluent pas nécessairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, qu'on peut être à la fois responsable de traitement et sous-traitant. Je reprends l'exemple du courtier. Le courtier, il peut collecter des données pour sa propre prospection commerciale. Il va offrir des produits, des services pour sa propre prospection commerciale. Eh bien, lorsqu'il agit ainsi, pour ses propres besoins, c'est lui qui va déterminer le pourquoi et le comment, et donc il va être responsable de traitement. Mais pour autant, il peut tout à fait être également sous-traitant de l'assureur, qui lui va être responsable de traitement. Donc on voit bien que les deux qualifications peuvent tout à fait se cumuler. Alors pourquoi je vous ai parlé de cette qualification-là? Il y a un vrai intérêt. Il y a un intérêt à bien définir et à bien savoir dans quelle case on est. Tout simplement parce qu'il ne faut pas effectivement encourir une responsabilité plus large que celle que l'on a réellement. En cas de manquement, un responsable de traitement va avoir une responsabilité élargie. Elle va avoir une responsabilité élargie, alors que le sous-traitant, de son côté, ne va être responsable que pour la partie du traitement dont il avait la charge. Attention, parce que le responsable de traitement peut toutefois voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir surveillé suffisamment ses sous-traitants. Et on a une délibération de la CNIL à cet égard. Je vous livre une recommandation, c'est la première que je vous livre ici, vous la voyez dans le petit encart orange. Attention parce que les contrats types n'ont pas nécessairement les bonnes qualifications. Je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'arrive fréquemment effectivement d'être sollicité sur des contrats et d'avoir en réalité à redétricoter les qualifications parce qu'on voit qu'en réalité, eh bien, ce n'est pas toujours les bonnes choses qui sont prédéterminées ou en tout cas qui sont proposées à son partenaire. Il ne faut pas endosser ou accorder le mauvais rôle. Si on est sous-traitant, il faut rester sous-traitant. On a une responsabilité limitée. À l'inverse, si on est responsable de traitement, on ne va pas se qualifier de façon artificielle de sous-traitant. En cas de doute, posez-vous la question. Qui définit le pourquoi et le comment? Si a priori, c'est vous qui définissez le pourquoi et le comment, vous êtes un responsable de traitement. C'est schématique, mais c'est en tout cas pour vous donner effectivement une première approche par rapport à ça. Il faut réfléchir effectivement finalité par finalité, et un organisme, comme je vous l'ai dit, peut traiter des données identiques pour son compte et pour le compte d'autrui. Il peut y avoir donc deux traitements avec deux qualifications différentes. C'est l'exemple du courtier que je vous ai donné il y a quelques minutes. Alors, les grands principes du RGPD, je vous en ai très brièvement parlé tout à l'heure, mais simplement, effectivement, garder à l'esprit ces quatre grands principes. Ces quatre grands principes parce qu'effectivement, ils demeurent applicables dans quasiment tous les cas de figure. Premier principe, c'est celui du traitement des données de façon licite, loyale et transparente. Il est demandé effectivement aux entreprises de traiter les données de façon transparente, c'est-à-dire de ne pas cacher les finalités, de ne pas cacher effectivement un certain nombre de collectes que l'on peut faire et de le faire loyalement et licitement, c'est-à-dire dans le cadre du RGPD. Les entreprises ou les organismes, l'État également, puisqu'on a vu qu'il est concerné, doivent également garantir l'exactitude des données, leur intégrité et leur confidentialité, tout simplement effectivement pour éviter que des tiers qui n'ont pas vocation à avoir accès à ces données personnelles évitent tout simplement d'y avoir accès. Enfin, les finalités je bouge un petit peu, excusez-moi, la fenêtre parce qu'elle bloque le PowerPoint. Les finalités et les données traitées doivent être limitées et proportionnées. C'est ce que je vous ai dit effectivement tout à l'heure. Et également, il est indispensable de fixer des limites de conservation raisonnables par rapport aux finalités. Alors, la durée de conservation, c'est un vaste sujet. Ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais effectivement, gardez à l'esprit qu'il vous appartient de fixer des limites de conservation raisonnables par rapport aux finalités. Et donc, on est vraiment sur une logique de responsabilisation des entreprises. Quels sont les risques? Quels sont les risques d'une non-conformité au RGPD?
On commence en plus à avoir des exemples, c'est assez intéressant dans la jurisprudence, dans des décisions qui sont données par les autorités. On a de plus en plus de contrôles, on a de plus en plus de décisions. C'est vrai que dans un premier temps, on naviguait un petit peu à vue, et là, c'est vrai qu'on a une meilleure lisibilité sur un certain nombre de choses. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Le premier type de responsabilité, effectivement, que l'on peut avoir, c'est celui des sanctions civiles. Les sanctions civiles, eh bien, tout simplement, ça va permettre à une personne concernée d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi auprès du responsable du traitement ou bien du sous-traitant, qui est donc effectivement du fait d'une violation du règlement général sur la protection des données. Attention, parce qu'il va y avoir une responsabilité solidaire entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Pour ceux d'entre vous, effectivement, à qui la notion de solidarité en matière de responsabilité va parler, c'est donc l'un des cas de figure les pires, en tout cas l'un des pires que l'on peut avoir. Ça veut dire que la personne concernée pourra aller rechercher la responsabilité de la totalité des sommes à verser auprès du responsable de traitement ou bien auprès du sous-traitant, à charge pour une personne de se retourner vers l'autre. Et pour le coup, ça peut effectivement être, on peut avoir des cas de figure assez particuliers. Alors, on a très peu d'exemples sur la responsabilité civile, on en a sur d'autres cas de responsabilité, j'y viendrai dans un instant, mais sur la responsabilité civile, on en a très peu, j'en ai pas trouvé encore de publié en France. On a une décision d'une juridiction allemande. Alors pourquoi je la prends? Eh bien tout simplement parce qu'elle est fondée sur le RGPD, qui s'applique de la même manière en France qu'en Allemagne. Et donc, on a effectivement un exemple intéressant du 5 mars 2020 à Düsseldorf. Une juridiction allemande a condamné un employeur responsable de traitement à indemniser un salarié à hauteur de 5 000 € pour avoir fait droit de façon incomplète à la demande d'accès donc, de ce salarié, avec un retard en plus de 4 mois. Alors, si vous avez suivi au tout début, je vous ai parlé d'un délai de réponse d'1 mois, sauf cas particulier. Et donc, effectivement, on était au-delà de ce délai d'1 mois. On était dans un retard de plus de 3 mois à l'expiration du délai. Et le tribunal a considéré que le salarié avait subi un préjudice moral, puisqu'il se trouvait dans une situation d'incertitude sur le traitement de ces données. Alors, est-ce qu'on pourrait effectivement imaginer d'avoir des décisions similaires en France? Oui, puisque effectivement les réglementations s'appliquent sur les mêmes fondements en France et en Allemagne, donc on pourrait effectivement tout à fait imaginer un cas de figure similaire en France. Deuxième type de responsabilité que l'on peut avoir, qui est basé effectivement sur des sanctions administratives. Et là, on va voir effectivement que les montants en jeu sont beaucoup plus importants. On a 2 niveaux. On a le premier niveau pour les violations, je dirais, les moins graves, mais qui représentent quand même un montant significatif. Et on a un deuxième niveau pour les violations, je dirais, les plus significatives. Le premier niveau, c'est pour un certain nombre d'obligations, comme le consentement des mineurs, les obligations générales de respect, de conformité, la sécurité des données, l'analyse d'impact. Alors, l'analyse d'impact, c'est lorsque vous traitez des données sensibles, et les règles sur le délégué à la protection des données. Bon, on considère effectivement que ce sont des violations qui sont moins importantes que d'autres, et donc le niveau des sanctions va tout de même être à hauteur de 10 millions d'euros, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. J'insiste là-dessus, ce qui peut effectivement aller très vite en termes de montant. Le deuxième niveau, c'est pour des violations des principes de base, du droit des personnes, des règles de transfert hors Union européenne. Et là, on est sur des violations un peu plus graves, où on peut aller des amendes qui sont à plus de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Et on a pour le coup des exemples dans la jurisprudence, des exemples même très récents qui viennent de cet été, qui sont parus cet été devant un certain nombre d'autorités. Alors, je vous ai donné évidemment des exemples aux deux extrémités, parce qu'évidemment, ce serait trop facile de ne vous donner que Amazon et Facebook. Tout le monde ne fait pas du traitement à grande échelle de données personnelles comme ces deux entreprises-là. Et je vous ai donné un troisième exemple qui illustre en réalité l'application du RGPD à toute personne. Donc, ces 3 sanctions, on a d'abord effectivement la société donc Facebook via l'application WhatsApp, qui a été sanctionnée le 20 août 2021, donc il y a à peine un mois, devant l'autorité de contrôle irlandaise, donc l'équivalent de la CNIL en Irlande, pour manquement
à l'obligation de traitement des données de façon licite, loyale et transparente. Et il y avait effectivement des informations incomplètes qui étaient données aux internautes, aux utilisateurs de l'application WhatsApp via le traitement des données qui était fait. Et donc, il y a une sanction de 225 millions d'euros. Deuxième exemple, également qui date de cet été, d'Amazon, qui a été condamné à 746 millions d'euros le 31 juillet 2021 par l'autorité de contrôle du Luxembourg. Alors, on ne sait pas quels ont été les manquements, puisque la décision n'a pas encore été publiée, mais vraisemblablement, on est effectivement sur des manquements qui sont quand même assez importants vu le montant de la sanction. Et puis à l'autre bout, donc je vous donne un troisième exemple, 2 médecins libéraux ont été sanctionnés à hauteur de 3 000 et 6 000 euros pour ne pas avoir suffisamment protégé les images médicales de leurs patients et pour ne pas avoir notifié les violations de données à la CNIL. En effet, lorsque vous êtes informé d'une violation des données personnelles, vous devez en avertir la CNIL, ça fait partie des obligations. Or, ils n'avaient pas effectivement respecté ce devoir-là et ils ont été condamnés à hauteur de 3 000 et de 6 000 euros. Et on a également une décision que j'ai trouvée, que je vais imprimer il y a quelques minutes, qui date d'il y a 5 jours et qui est intéressante également. C'est en France, cette fois-ci. Alors, c'est la Société Nouvelle de l'annuaire français qui édite le site internet annuairefrançais.fr, qui recense les entreprises françaises à partir de données publiées par l'INSEE. Donc, effectivement, cette entreprise fait du traitement de données personnelles. Et il y a eu une sanction. Alors, le montant est relativement raisonnable, 3 000 euros seulement à l'encontre de cette société, pour ne pas avoir respecté les droits des personnes concernées. Il y avait eu 16 plaintes entre 2018 et 2019, et les personnes n'arrivaient pas à demander l'effacement de leurs données et la rectification de leurs données personnelles. Vraisemblablement, la société a fait part d'un contexte économique difficile, ce qui explique le montant très raisonnable de la sanction, 3 000 euros seulement. Mais si ça avait été une autre société, il est très probable que le montant aurait été plus important. Voilà donc pour un petit peu l'actualité des sanctions administratives. Il existe également des sanctions pénales. Des sanctions pénales qui sont donc prévues pour une amende de 5e classe, qui peut aller de 7 500 euros à 15 000 euros en cas de récidive, en cas de violation de certaines règles, le manquement à l'obligation d'information, ou encore le défaut de réponse aux personnes exerçant leurs droits. Et puis, vous avez également une sanction spécifique, administrative, qui est prévue, elle, par une directive, qui n'est, alors ce n'est pas le règlement RGPD, mais c'est une directive qui s'appelle la directive e-privacy, en anglais donc e-privacy, qui a été transposée en droit français à l'article L34-5 du Code des postes et des communications, qui vise à encadrer la prospection commerciale directe par voie électronique, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va revenir évidemment tout à l'heure dessus. Et cet article prévoit effectivement qu'en cas de non-respect des règles de prospection commerciale directe par voie électronique, il peut être prononcé une amende administrative d'un montant de 300, qui peut aller jusqu'à 375 000 euros d'amende. Et on a un exemple très récent du 14 juin 2021. La société Brico Privé a été condamnée à une amende de 200 000 euros pour avoir adressé des emails de prospection commerciale sans le consentement préalable des personnes qui avaient créé un compte sur le site internet de la société, mais qui n'avaient procédé à aucune commande. Alors, je vais revenir évidemment là-dessus parce qu'on est au cœur du sujet de la prospection commerciale et de la réglementation RGPD, mais juste pour que vous ayez un petit peu les éléments et pas pour que pour éviter d'avoir à vous renvoyer à ce que je vais dire dans quelques minutes, mais pour que vous ayez au moins une clé de compréhension à ce stade-là. Eh bien, la société Brico Privé, effectivement, avait envoyé des emails de prospection. Elle n'avait pas recueilli le consentement des personnes et elle l'avait envoyé en réalité à des personnes qui avaient créé un compte sur le site internet de cette société, mais qui n'avaient absolument acquis aucun produit ou service. Eh bien, en réalité, la CNIL considère qu'on ne peut pas, sans le consentement des personnes, c'est important, j'insiste dessus, sans le consentement des personnes, les prospecter alors que celles-ci ont simplement créé un compte utilisateur sans avoir procédé derrière à aucune commande. Je vais revenir dessus, mais gardez bien ça à l'esprit, c'est une décision très importante qui concerne effectivement la prospection commerciale.
Autre sanction qui peut être encourue par les sociétés, ce qu'on appelle l'incessibilité des bases de données. Alors, avant même l'entrée en vigueur du RGPD en 2018, on avait la Cour de cassation qui s'était prononcée sur le sujet, sur la loi informatique et liberté, qui a été depuis refondue, mais elle avait en réalité considéré, la Cour de cassation, qu'un fichier de données personnelles qui n'était pas conforme à la loi est une chose hors du commerce. Hors du commerce, cela veut donc dire que ça ne peut pas être vendu, et donc si ça ne peut pas être vendu, la vente est annulée. Et donc si c'est annulé, il y a donc des restitutions réciproques qui se font de part et d'autre. On revient à la situation d'avant la vente, on fait comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est une décision de la Cour de cassation qui très certainement va s'appliquer de la même façon en 2021 qu'elle s'était appliquée en 2013, puisqu'en réalité, la réglementation est la même, elle a même été renforcée depuis, donc il est très certain que cette décision aurait aujourd'hui le même impact si des faits similaires étaient donnés. On a également un exemple récent. Alors, c'est un exemple récent, je voulais vous en parler également parce que, pour le coup, on est au cœur également de la prospection commerciale. C'est une affaire qui a opposé le Crédit Agricole à l'OGIM. Je ne vais pas vous faire la lecture des attendus, ce serait évidemment trop long et puis ce n'est pas l'objectif, mais je vais vous donner un petit peu les éléments de contexte. C'est donc un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 11 mars dernier. Le Crédit Agricole avait en réalité conclu avec la société l'OGIM un contrat d'apporteur d'affaires. Par ce contrat-là, le Crédit Agricole devait rechercher des clients qui étaient susceptibles d'être intéressés par les produits immobiliers de la société l'OGIM. Donc c'était l'OGIM qui vendait les produits et c'était le Crédit Agricole qui devait rechercher des clients. Bon, un contentieux a évidemment éclaté. Je dis évidemment, non pas forcément, mais enfin, il a éclaté entre les parties et c'est la raison pour laquelle effectivement on a eu une décision de justice. Mais l'élément intéressant, ce n'était pas sur le contrat d'apporteur d'affaires, c'est en réalité la défense de la société l'OGIM. Cette société-là, elle a dit en réalité, ben moi je ne dois rien payer du tout au Crédit Agricole, tout simplement parce que le contrat d'apporteur d'affaires, il est nul, parce que le Crédit Agricole m'a cédé à moi, l'OGIM, un fichier de données personnelles qui est constitué en violation de la loi informatique et liberté. C'était la loi informatique et liberté, ce serait aujourd'hui le RGPD, ce serait exactement la même chose. Et donc l'OGIM refusait de payer les factures, et donc le Crédit Agricole, effectivement, avait un certain nombre de créances. Et la Cour d'appel d'Orléans a accueilli l'argument de la société l'OGIM. Elle a constaté effectivement que le Crédit Agricole n'avait jamais informé ni recueilli le consentement des personnes pour un transfert de leurs données au profit d'un tiers, en l'occurrence l'OGIM. Et donc effectivement, le contrat a été annulé. On revient donc à ce risque d'incessibilité des bases de données et donc au risque d'une nullité de la vente. Et donc, au total, le Crédit Agricole en a été pour plus de 410 000 euros, alors que la société l'OGIM a, elle, restitué en équivalent 117 000 euros. Donc on voit bien que les conséquences financières peuvent être extrêmement importantes, à la fois effectivement vis-à-vis de vos clients, mais également potentiellement de vos partenaires, si effectivement on est dans le cadre d'une cession de base de données qui aurait été constituée en violation de la loi. Voilà pour ce premier point. Donc, ce rappel sur les définitions, sur les sanctions et le champ d'application du RGPD. Je voudrais maintenant, de façon brève également, vous parler de l'application territoriale du RGPD. Alors là encore, je ne vais pas vous faire une lecture des attendus du règlement, mais je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer quels sont les deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous, qui sont les deux cas de figure principaux, très clairement. Et si vous êtes dans l'un de ces cas de figure, eh bien, le RGPD s'applique à vous, tout simplement. Le premier cas de figure, c'est celui que vous voyez devant vous, c'est la carte de l'Union européenne. J'ai fait une petite usine en France et j'ai fait deux personnes, l'une située effectivement en Espagne et l'autre en Turquie volontairement. Donc, on va partir du principe que vous êtes un responsable de données ou un sous-traitant qui est situé dans l'Union européenne. C'est le cas là de la petite usine schématisée qui est en France. Vous êtes responsable de données ou sous-traitant, peu importe. Et vous allez en réalité faire un traitement de données à l'égard de personnes
Et peu importe que ces personnes soient situées dans l'Union européenne, là l'exemple que j'ai pris, c'est une personne qui est en Espagne, et ou peu importe que une autre ou que d'autres soient situés en Turquie, dans les deux cas de figure, en réalité, le RGPD va s'appliquer à vous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes un établissement situé sur le territoire de l'Union européenne et vous vous adressez à des personnes soit qui sont situées en Union européenne, soit qui sont situées en dehors de l'Union européenne. Et donc, vous avez un premier critère de rattachement territorial. On voit bien effectivement que dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est sur le territoire de l'Union européenne, vous êtes concerné par le RGPD. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes un responsable de traitement ou un sous-traitant et votre établissement est situé en dehors de l'Union européenne, par exemple en Russie. Mais les personnes qui sont concernées par le traitement de données personnelles sont, elles, pour le coup, situées en Europe. Par exemple, vous leur offrez un bien ou un service, peu importe qu'un paiement soit demandé de ces personnes, peu importe effectivement que vous fassiez simplement du suivi de comportement ou que vous offriez des biens ou des services, dès lors que les personnes concernées sont, elles, situées en Union européenne, eh bien effectivement, on va avoir une applicabilité du RGPD. Donc ce sont les deux principaux cas de figure. Si vous êtes dans l'un de ces deux cas de figure, responsable ou sous-traitant, selon les définitions que je vous ai données, eh bien le RGPD va s'appliquer à vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va en dehors de l'Union européenne? Et c'est là où effectivement on rejoint une partie de l'international et de la prospection à l'international. Qu'est-ce qui se passe lorsque je transfère des données à des sous-traitants qui sont situés en Chine, en Amérique du Sud ou en dehors du territoire de l'Union européenne? Moi, je peux être soumis en qualité de responsable de traitement au RGPD. Et pour autant, je peux conclure un contrat avec un sous-traitant qui peut, lui, être effectivement situé en dehors de l'Union européenne. Bon, moi, je vais respecter le RGPD, mais qu'est-ce qu'il en est effectivement des données que je vais transmettre aux sous-traitants pour qu'ils prospectent, par exemple, un centre d'appel en Afrique du Nord ou un partenaire en Chine, ou peu importe où? Eh bien, le principe, il est posé. Il est posé par l'article 44 du RGPD. Tout transfert de données vers un pays en dehors de l'Union européenne doit être impérativement effectué sur la base de l'un des dispositifs prévus, afin d'assurer un niveau de protection adéquat. En gros, on ne peut transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne que si on peut assurer un niveau de protection adéquat en dehors de l'Union européenne. Alors, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que l'Union européenne a des dispositifs qu'elle va proposer pour les entreprises afin de leur permettre, de façon plus ou moins facile, d'aller transférer les données en dehors de l'Union européenne. On a des dispositifs, certains qui sont courants, d'autres qui sont beaucoup moins courants. Dans les dispositifs moins courants, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que ce serait trop long, on a les codes de conduite, les règles d'entreprise contraignantes ou encore les clauses contractuelles autorisées au cas par cas par l'autorité de contrôle. Bon. Mais on a des dispositifs très courants et ces dispositifs les plus courants, c'est ceux sur lesquels je vais m'attarder ici. On a donc soit les décisions d'adéquation, soit les clauses contractuelles type de la commission. Bon, et dans tous les cas, en tout cas, il faut bien effectivement garder à l'esprit que vous devez effectivement, lorsque vous transmettez des données dans un pays tiers, assurer un niveau de protection équivalent à celui du RGPD. Bon. Voyons pour donc les dispositifs les plus courants et on va commencer, on ira ensuite dans les clauses contractuelles type de la commission, mais on va d'abord commencer par les décisions d'adéquation. Alors, je vous ai donné la carte, comme ça vous voyez tout de suite de quoi on parle. Les décisions d'adéquation, c'est les dispositifs les plus simples parce qu'en réalité, vous n'avez même pas besoin d'avoir de formalités, vous n'avez pas besoin de faire de formalités particulières pour effectuer des transferts de données. Une décision d'adéquation, c'est une décision qui a été adoptée par la Commission européenne, tout simplement. Donc, on en a la liste. Il en existe 7 aujourd'hui des décisions d'adéquation. Et la Commission européenne va en réalité procéder à une analyse. Donc, c'est elle qui le fait, ce n'est pas les entreprises. Elle procède à une analyse et elle va en réalité vérifier que le pays tiers va pouvoir assurer un niveau de protection adéquat sur les données à caractère personnel. Elle va donc se pencher sur la réglementation locale et la Commission européenne va déterminer si, oui,
ou non, on peut avoir un niveau de protection équivalent. Et donc, ces décisions d'adéquation, lorsqu'elles sont adoptées, vont permettre effectivement le transfert sans aucune exigence supplémentaire de données personnelles depuis les États membres de l'Union européenne vers les pays tiers concernés. Je vous renvoie pour cela au site internet de la Commission européenne et également au site internet de la CNIL qui publie les décisions d'adéquation. Il y en a 7 aujourd'hui. Les pays concernés, les pays qui sont considérés comme étant adéquats sont la Suisse, l'Argentine, le Royaume-Uni, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Il y avait avant les États-Unis, mais les États-Unis, il y avait un dispositif qui était ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui permettait d'avoir une décision d'adéquation, où en réalité il y avait une équivalence et donc une protection des données personnelles aux États-Unis, mais cette décision a été annulée à l'été dernier en 2020, ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis ne sont plus considérés comme une destination adéquate. Il n'y a plus de décision d'adéquation vers les États-Unis. Il y en a une vers le Canada. Attention parce qu'elle est partielle. Elle ne concerne que certains traitements de données personnelles. Il y a donc une carte interactive sur le site de la CNIL, comme je vous l'ai dit. Soyez vigilants lorsque vous avez des décisions d'adéquation. Je vous l'ai dit pour le Canada, elles sont partielles. Attention, vérifiez bien ce sur quoi l'adéquation partielle porte. Parce que certains transferts de données sont autorisés sans vérification supplémentaire. D'autres, vous devez effectivement avoir des formalités, comme par exemple l'enregistrement d'une entreprise vers un registre particulier. Voilà. Petite parenthèse sur la situation avec le Royaume-Uni depuis le Brexit qui a fait couler tant d'encre. Suite au Brexit, la Commission européenne a adopté le 28 juin 2021, donc c'est très récent, une décision d'adéquation. Donc il y a bien une décision d'adéquation vers le Royaume-Uni pour les transferts de données personnelles. Cette décision d'adéquation, elle n'est valable que 4 ans. Et les transferts s'effectuent donc entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sans aucune formalité complémentaire. Il faut surveiller ce point-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le gouvernement britannique a annoncé il y a moins d'un mois, le 26 août dernier, qu'il voulait s'écarter de la réglementation européenne relative aux cookies et au partage des données. Le porte-parole de la Commission a réagi. Christian Wiegand a affirmé effectivement que si la situation évoluait de façon problématique et devenait effectivement à affecter de façon négative le niveau de protection britannique, qui est aujourd'hui considéré comme étant adéquate, eh bien, la Commission européenne pourrait suspendre, modifier, voire même annuler sa décision d'adéquation vers le Royaume-Uni. Ma recommandation à ce stade est la suivante. Identifiez bien la localisation du destinataire des données et de ses infrastructures. Le destinataire, il peut être situé en Allemagne, mais pour autant, il peut avoir des infrastructures aux États-Unis. Si par exemple on utilise un serveur Google, on a effectivement des infrastructures aux États-Unis. Donc pour une partie, il n'y aura pas besoin puisque l'Allemagne est dans le cadre du territoire du RGPD, donc il n'y a pas de souci. En revanche, pour les États-Unis, effectivement, faites bien attention. Donc faites bien attention où se situent les infrastructures. Vérifiez également la liste des pays considérés comme étant adéquats. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous avez une décision d'adéquation, c'est en réalité le dispositif le plus simple. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas? C'est le cas pour beaucoup de pays, puisque cette décision d'adéquation seulement, ce n'est pas beaucoup. Eh bien, optez pour le deuxième système, le plus courant, et également l'un des plus simples, c'est ce qu'on appelle les CCT, les clauses contractuelles type de la Commission. Qu'est-ce que c'est que les clauses contractuelles type de la Commission? Eh bien, ce sont tout simplement des modèles de clauses qui ont été établis par la Commission européenne, donc des modèles contractuels type, sous format effectivement que vous pouvez réutiliser, qui permettent d'encadrer les transferts de données. Elles sont disponibles sur le site de la Commission européenne, elles sont disponibles également sur le site de la CNIL. Attention parce que vous avez des nouvelles versions de ces clauses contractuelles type qui ont été publiées le 4 juin 2021, il y a 3 mois seulement. Pensez à bien mettre à jour vos contrats. Les anciennes clauses contractuelles type demeurent encore valables jusqu'au 27 septembre 2021. On peut encore effectivement conclure des contrats sur la base des anciennes clauses contractuelles type jusqu'au 27 décembre 2021. Et après,
attention, parce que les anciennes clauses vont demeurer valables jusqu'au 27 décembre 2022, et à partir du 27 décembre 2022, il faudra basculer sur la nouvelle version. Donc ma recommandation à ce stade-là, c'est évidemment si vous avez des transferts de données vers des pays qui nécessitent l'utilisation de clauses contractuelles type, mettez tout de suite les nouvelles versions. Il n'y a pas besoin effectivement d'aller sur les anciennes. Et si vous avez des anciennes versions, pensez à bien prévoir un avenant pour avoir les nouvelles clauses contractuelles type dès que possible, soit par voie d'avenant, soit à l'occasion d'un renouvellement du contrat. Autre recommandation, c'est que les sites Internet utilisent couramment des services comme Google Analytics ou Facebook Pixel, il va y avoir donc un transfert de données personnelles vers les États-Unis, puisque les serveurs sont situés aux États-Unis. Vérifiez bien dans vos contrats que vous avez accepté les clauses type à jour. Et pour ce qui concerne Google Analytics ou Facebook Pixel, parfois vous avez besoin d'aller valider les nouvelles clauses contractuelles type dans votre espace personnel sur votre compte utilisateur. Et donc aller pour cela sur le compte administrateur Google Analytics ou Facebook Pixel. Normalement, ça doit vous être proposé. En tout cas, il faudra le faire avant le 27 décembre 2022 si vous avez déjà un contrat avec ces personnes-là. Voilà pour les clauses contractuelles type. Donc, juste un rappel, pour bien être d'accord, je reviens en arrière de 2 slides. Donc, on est bien d'accord que lorsque l'on va transférer des données en dehors de l'Union européenne, on doit avoir un dispositif spécifique. Les dispositifs les plus courants, c'est soit les décisions d'adéquation, vous avez des pays qui sont adéquates, pas de problème, vous n'avez aucune formalité supplémentaire à faire. Et à défaut de décision d'adéquation, pensez aux clauses contractuelles type de la Commission européenne. Je voulais faire également un focus sur une nouvelle réglementation qui concerne la Chine, qui vient d'adopter une nouvelle loi qui s'appelle la Personal Information Protection Law, PIPL, qui date du 20 août 2021. Et certains observateurs parlent d'une équivalence avec le RGPD. Alors pourquoi je dis certains observateurs? C'est qu'en réalité, on ne connaît pas encore le contenu de cette loi qui n'a pas encore été publiée dans sa version complète et définitive. Donc il est difficile effectivement de savoir si on est vraiment sur un texte qui est équivalent au RGPD ou bien si on est plutôt sur un ersatz. Mais en tout cas, ce qui ressemble, c'est qu'on est effectivement plutôt sur quelque chose de très similaire au RGPD. Les grandes similarités avec le RGPD, c'est que lorsque cette loi va entrer en vigueur, effectivement, on n'en a pas encore la date certaine, mais en tout cas, lorsqu'elle va entrer en vigueur, des nouveaux grands principes seront applicables. Le principe du choix de la base juridique de traitement, comme pour l'Europe, on doit impérativement choisir sur quelle base juridique on va traiter des données personnelles. Le principe de minimisation des données, on ne collecte que ce qui est strictement nécessaire, et les principes de sécurité et de transparence. Il y a également dans cette réglementation de la Chine des droits des personnes qui sont consacrés. On a également un champ d'application territorial assez large qui ressemble à celui du RGPD. Le consentement préalable est demandé pour le traitement des données sensibles et pour la publicité ciblée. Il est également interdit de transférer des données vers un pays qui n'a pas un niveau de protection adéquat, et donc on retrouve le même principe que pour le RGPD. Et également la nécessité de réaliser des études d'impact. Les études d'impact, pour rappel, c'est lorsqu'il y a des données sensibles et des contrats de transfert de données avec les sous-traitants. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui a priori ressemble beaucoup au RGPD. On ne peut évidemment que s'en réjouir, mais il y a quand même une différence majeure avec le RGPD, c'est que l'État chinois n'y est pas soumis, contrairement au RGPD qui lui a vocation à s'appliquer tant aux entreprises privées qu'aux organismes publics et aux administrations. La loi PIPL ne s'appliquera pas à l'État chinois. On ne va évidemment pas rentrer dans des considérations de géopolitique, mais en tout cas, ce qui est relativement prévisible, c'est que nous n'aurons pas en l'état de décision d'adéquation vers la Chine. Si effectivement l'État chinois n'est pas soumis à une réglementation protectrice des données personnelles, il est très peu probable que la Commission européenne adopte une décision d'adéquation avec l'État chinois. Et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement prévisible, même si on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Peut-être qu'il y aura des évolutions sur ce texte. Ma recommandation à ce stade-là, c'est que, comme aujourd'hui, de toutes les façons, il n'y a pas de décision d'adéquation,
et qu'à défaut, il faut envisager les CCT, les clauses contractuelles type, pensez tout simplement aux clauses contractuelles type de la Commission européenne si vous êtes amené à transférer des données personnelles en Chine. C'est le dispositif le plus simple. Voilà pour cette première partie. Nous allons maintenant aborder la question de la prospection commerciale et des bonnes pratiques, même si on a déjà commencé de façon indirecte à travers le premier appel que j'ai fait. Donc, la prospection commerciale et les règles générales relatives à la collecte des données librement accessibles. Alors, je parle de données librement accessibles volontairement parce que je voudrais tout de suite être très clair et établir, en tout cas rappeler un principe extrêmement clair. Ça ne sert à rien effectivement pendant 2 heures parler de ce sujet-là si on ne rappelle pas ce principe-là. La réglementation en Europe, le RGPD et la directive iPrivacy, mais peu importe, ne fait aucune distinction selon que les données personnelles collectées soient librement accessibles ou non. La réglementation s'applique, quelles que soient les données personnelles, quel que soit leur degré d'accessibilité, quel que soit l'endroit où elles peuvent se situer sur Internet ou ailleurs, à partir du moment où une donnée est librement accessible, à partir du moment où il va y avoir une collecte sur une donnée librement accessible, eh bien, vous ne pouvez pas, sur ce seul motif, vous exonérer des obligations du RGPD. Que la donnée soit librement accessible ou pas, le RGPD s'applique. Là-dessus, la CNIL est très claire. On a le guide pratique de la publication en ligne, la réutilisation des données publiques. Vous avez effectivement le considérant de la CNIL qui vous est donné. Dès lors, donc, le réutilisateur de documents contenant des données personnelles devient à son tour responsable de traitement, la notion de traitement étant entendue au sens large. Ainsi, la rediffusion de données initialement diffusées en open data constitue bien un traitement de données à caractère personnel. Dès lors, le réutilisateur est soumis au cadre juridique de la protection des données et en particulier au RGPD. Et donc ma recommandation est naturelle et découle effectivement de ce que je viens de vous dire. Le RGPD s'applique même si vous ou votre entreprise collecte, retraite des informations qui sont publiquement accessibles sur Internet. Alors on va voir que le cadre effectivement est particulier, mais en réalité, le principe est là et il est très clair. Ça, c'est le principe. On a en matière de prospection commerciale par voie électronique cette règle que vous devez garder à l'esprit, qui est le principe du consentement préalable de la personne concernée. C'est ce qu'on appelle également le principe de l'opt-in. L'opt-in, ça veut dire en réalité, c'est obtenir l'accord de la personne, du destinataire de la publicité. Ça veut dire que si la personne n'a pas dit oui, eh bien c'est non. Donc lorsque vous êtes dans le cadre d'une prospection commerciale par voie électronique, le principe que vous devez respecter, c'est celui du consentement préalable de la personne prospectée. Et là-dessus, effectivement, c'est très important. C'est très important, on va le voir, parce qu'il va en découler un certain nombre d'obligations. Qu'est-ce que c'est que la prospection? La prospection, elle est définie comme tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Les appels et les messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou envoyer un message textuel relèvent également de la prospection directe. Donc ce principe, il est clair. Et il n'y a aucune différence entre le professionnel et le consommateur. Ça veut dire tout simplement que ce principe du consentement se pose que vous fassiez une prospection commerciale à l'égard d'un professionnel ou à l'égard d'un consommateur. C'est quelque chose de très important et on va effectivement rentrer ensuite dans le vif du sujet. Mais en tout cas, gardez bien ce principe du consentement préalable de la personne prospectée. Ma recommandation à ce stade est la suivante. N'anticipez pas le consentement de la personne en proposant des cases précochées.
Alors, je vous ai donné un exemple de case précochée sur mon slide. C'est la case que l'on voit typiquement sur les sites Internet lorsque vous remplissez un formulaire, lorsque vous souscrivez effectivement, lorsque vous enregistrez sur un compte utilisateur ou bien lorsque vous achetez un bien ou un service. On voit tous effectivement de quoi il s'agit. On a cette petite case « Je consens au traitement de mes données personnelles par la société Truc à des fins de prospection commerciale ». Donc ça c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique parce qu'effectivement, cette case-là, avec ce recueil du consentement via cette case, va vous permettre d'attester du consentement préalable de la personne prospectée. La personne va bien consentir à être prospectée, donc vous pourrez ensuite, en aval, aller effectivement l'appeler, lui envoyer des messages, la prospecter. Donc, ma recommandation, je reviens sur ma recommandation, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais n'anticipez pas le consentement de la personne en proposant des cases précochées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la petite case que vous voyez juste sur mon slide, je l'ai cochée. En la cochant, je donne mon consentement, mais ne la précochez pas. N'anticipez pas le consentement de la personne. Ne précochez jamais cette case-là. C'est une pratique qui, pour le coup, peut être sanctionnée par les autorités de contrôle. De même, n'associez pas le consentement de la personne à l'obtention d'un lot, d'une réduction ou bien d'un avantage commercial, quel qu'il soit. Là encore, ce n'est pas une bonne pratique. Je vous ai donné le principe. Le principe, c'est celui du consentement. J'ai insisté dessus parce que, comme tout principe, il y a des exceptions. Il y en a deux. La première exception, c'est que la personne est déjà cliente. Donc, si on prend le principe et l'exception, le principe, je ne peux prospecter que si quelqu'un m'a donné son consentement. Exception, je peux donc le faire sans son consentement si la personne est déjà cliente. C'est logique. La personne déjà cliente peut donc faire l'objet d'une prospection. Qu'est-ce que c'est qu'une personne déjà cliente? Il y a effectivement dans l'article L34 du Code des communications une définition qui nous est donnée avec 5 conditions. La première condition pour que la personne soit déjà considérée comme étant cliente, c'est que les coordonnées du destinataire de la prospection directe ont été recueillies auprès de lui dans le respect du RGPD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous respectez, que votre entreprise respecte bien la réglementation RGPD et donc que vous êtes en mesure effectivement de pouvoir justifier en cas de contrôle que vous respectez l'ensemble des autres obligations. Bon, ma recommandation à ce stade est la suivante. Donnez toujours une information conforme au RGPD. Une petite phrase suffit avec l'identité du responsable de traitement, la finalité du traitement et un lien hypertexte vers la politique de confidentialité. Ça vous évite d'avoir à surcharger vos emails ou votre site internet. Lorsque vous donnez effectivement l'identité de la personne responsable du traitement, la finalité du traitement et un lien hypertexte vers une page où là vous aurez une politique de confidentialité beaucoup plus fournie, eh bien en réalité vous aurez respecté la réglementation. Deuxième condition pour cette exception au principe du consentement. La personne est déjà cliente, deuxième condition. Deuxième condition, c'est que les coordonnées du destinataire, donc du client, ont été collectées à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service précédente. En gros, la personne est déjà cliente. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai anticipé la délibération Nestor, je vous en ai parlé, et je vous ai dit attention, parce que selon la CNIL, une personne qui a créé un compte utilisateur par exemple, ou qui est membre, sur votre site internet, sans avoir passé commande, n'est pas considéré comme étant client. Je m'enregistre sur un site internet, je rentre mes données personnelles, mais je ne fais pas suite à la vente parce que voilà, j'ai rempli mon panier et puis finalement je suis passé sur autre chose. Eh bien, le seul fait d'avoir créé ce compte utilisateur ne vous permet pas à vous, entreprise, de venir me prospecter moi. Le seul fait d'avoir créé un compte utilisateur n'est pas suffisant. Je ne suis pas considéré, selon la CNIL, comme étant un client. Alors là-dessus, je vous livre une recommandation. En réalité, il y a quelque chose de très simple à faire pour éviter d'avoir à se poser la question, parce que la question m'a déjà été posée par les entreprises, mais comment je peux savoir que telle personne a créé un compte utilisateur, il n'a pas passé commande, ou bien a passé commande, et à qui, auprès de qui je peux prospecter, comment savoir si la personne, je lui ai déjà vendu quelque chose, c'est impossible, j'ai un fichier client. Mais en réalité, il y a une recommandation très simple, c'est que si vous prévoyez une case à cocher spécifique au moment de la création du compte utilisateur,
Et sur cette case, vous marquez « Je consens à être prospecté », eh bien en réalité, vous restez sur le principe du consentement. Je reviens 2 slides en arrière et on revient, principe, j'ai donné mon consentement préalable. Et donc, au lieu d'avoir « Je consens au traitement de mes données personnelles », on va effectivement avoir « Je consens à être prospecté par la création du compte utilisateur ». Il n'y a même pas besoin d'avoir à préciser sans avoir à faire de vente, mais on retombe sur le principe du consentement. Donc en réalité, pour éviter d'avoir à se poser cette question-là et pour éviter d'avoir à tomber dans cette exception-là, revenez sur le principe du consentement. Et dès lors que vous êtes sur le principe du consentement, la personne a donné son accord, aucun problème. Adaptez bien vos conditions générales d'utilisation ou bien vos mentions sur le site Internet. Pensez à bien les mettre à jour pour bien vérifier que vous avez bien demandé le consentement et qu'auquel cas, vous n'êtes pas en situation de risque. Troisième condition, donc toujours dans cette première exception, la personne est déjà cliente. Bon, et donc je peux, entreprise, aller la prospecter sans son consentement, hein, c'est bien le principe de l'exception. Je peux la prospecter si je lui ai déjà vendu des produits ou des services analogues, similaires. Si elle avait déjà acheté des services, des produits ou des services similaires à ceux qu'elle avait déjà achetés. On a un exemple qui nous est donné par la CNIL. Une entreprise qui a vendu un livre pourra solliciter l'acheteur pour l'acquisition d'un disque. On voit bien à quelle grande enseigne nationale la CNIL fait référence à travers cet exemple-là. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de questions qui peuvent se poser. Qu'est-ce que des services ou des produits analogues ou similaires? Est-ce que si j'achète un téléphone, j'ai le droit d'être prospecté pour une box Internet? Est-ce que si on me propose des produits, si j'ai acheté un produit d'assurance, est-ce qu'on a le droit de me prospecter pour des placements financiers? On ne sait pas vraiment aujourd'hui, on n'a pas de nomenclature, on n'a pas vraiment de liste qui permettent de savoir qu'est-ce que c'est qu'un produit ou un service analogue. Voilà. D'autant plus que la similarité des produits, elle s'apprécie du point de vue du consommateur, du destinataire, et non pas du point de vue de l'expéditeur, c'est-à-dire de l'entreprise qui va démarcher. Donc c'est encore plus dur. Voilà. Qu'est-ce que va attendre raisonnablement un consommateur? Je lui ai vendu un disque, d'accord, bon, il s'attend raisonnablement à être prospecté pour des livres. OK. Mais après, c'est vrai que ça ne résout pas les situations des autres entreprises. Et donc, ça peut être potentiellement source de difficultés. Quatrième condition, la personne est déjà cliente. La prospection doit être réalisée par la même personne morale que celle qui a effectué la première vente de produits et services. Il y a eu une première vente entre la société X et monsieur Truc. Eh bien, lorsqu'il y a une prospection en dehors du consentement, je rappelle, hein, puisqu'on est bien sur l'exception au consentement, c'est que la personne était déjà cliente, on ne peut bien aller le prospecter à condition que ce soit toujours la même entreprise X. Ça ne peut pas être une société sœur du groupe qui peut aller le prospecter. Là aussi, je vous livre une recommandation qui permet d'avoir à vous éviter d'avoir à vous poser toutes ces questions-là. Il y a une solution de facilité. Si vous souhaitez transférer des données personnelles au sein d'un groupe ou même auprès d'un sous-traitant, eh bien, retombez sur le principe du consentement. Prévoyez bien dans vos conditions générales d'utilisation, dans votre politique de confidentialité, que l'internaute, le consommateur, le client accepte que ces données soient transmises à une société sœur du même groupe, à des sous-traitants, pour être prospectées. Dès lors que vous faites ça, il n'y a pas de problème, puisqu'en réalité, on s'échappe de cette exception et on revient sur le principe consentement préalable de la personne prospectée. Et donc, en réalité, on voit bien qu'il y a beaucoup de solutions pour échapper à ces exceptions et à la lourdeur que cela peut potentiellement impliquer. Enfin, dernière condition, lorsque la personne est déjà cliente, le destinataire doit se voir offrir de manière expresse et claire la possibilité de s'opposer gratuitement et simplement à l'utilisation de ces coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en réalité, c'est le système de l'opt-out. Le système de l'opt-out, c'est l'option donnée au destinataire de s'opposer à recevoir de la publicité. On l'a tous vu, c'est un lien qui est en bas des emails que l'on reçoit, des emails de prospection. C'est me désabonner ou bien je ne souhaite plus recevoir d'emails de prospection. Et on a un lien hypertexte qui nous permet de cliquer et donc on va être envoyé vers une page qui va nous permettre effectivement d'être
des abonnés. Eh bien, il doit y avoir ce système d'opt-out dans chaque email de prospection. Je reviendrai dessus dans un instant. Mais effectivement, c'est quelque chose à bien garder à l'esprit lorsque la personne est déjà cliente. Deuxième exception. Donc, on a fini la première exception. Première exception au principe du consentement, la personne est déjà cliente. Deuxième exception au principe du consentement, j'ai le droit de prospecter un prospect professionnel sans son consentement, puisqu'on est bien sur les exceptions. Excusez-moi, j'insiste dessus, mais voilà, comme on est sur quelque chose qui n'est pas nécessairement simple, je me permets d'insister dessus. Deuxième exception, on a le droit de prospecter un prospect professionnel sans son consentement, si et seulement si on va le prospecter pour des produits des produits ou services en rapport avec ses fonctions. Par exemple, la prospection relative à un logiciel qui va être adressé à un directeur informatique sur sa boîte email professionnelle. Ça, c'est possible. On peut le faire. Et on n'a pas besoin de recueillir le consentement de la personne parce qu'il y a un lien direct entre les produits et services qui font l'objet d'une prospection, un logiciel, et les fonctions de la personne qui est prospectée, qui est directeur informatique. Attention, je vous donne un autre exemple qui du coup n'a pas été admis par la CNIL. La prospection relative à la vente de repas sur le lieu de travail présente trop peu de liens. C'est une délibération Nestor du 8 décembre 2020. Vous ne pouvez pas considérer qu'un prospect professionnel que vous allez prospecter pour faire de la vente de repas sur le lieu de travail, vous ne pouvez pas en réalité vous exonérer du consentement. Et donc, vous ne pouvez pas aller le prospecter en dehors de ce principe global du recueil du consentement. Donc, soyez effectivement très vigilants. Ma recommandation, c'est d'utiliser cette exception uniquement pour des prospects dont la fonction est bien identifiée et pour des produits ou services qui sont en rapport direct avec celle-ci. Les informations que l'on doit donner. On l'a vu, on doit respecter un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la personne dans le cadre de la prospection, mais concrètement, quelles sont les informations que l'on doit donner? Pour le coup, que la collecte soit en présentiel ou en distanciel, il n'y a aucune différence. Je ne vais pas m'attarder sur la liste parce qu'en réalité, vous pouvez y avoir accès sur le site de la CNIL ou par d'autres biais, mais en réalité, vous devez transmettre à la personne concernée que vous allez prospecter, quel que soit le cas de figure, un certain nombre d'informations. Quelles sont-elles? Vous avez l'identité du responsable de traitement, c'est-à-dire la société qui va prospecter. Vous devez donner les caractéristiques du traitement, c'est-à-dire quelles sont les finalités, quel est le type de données collectées, quelle est la durée de conservation, quelle est la base juridique du traitement, quels sont les destinataires. Est-ce que je transfère des données est-ce que mes données sont transférées en dehors de l'Union européenne? Les droits. La personne doit se voir informée des droits dont elle dispose, droit de rectification, droit d'effacement, droit d'accès, limitation, portabilité, etc. Elle doit également être informée du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et également effectivement de l'existence ou non d'une prise de décision automatisée. Voilà pour le contenu de l'information que vous devez donner aux personnes. Qu'en est-il maintenant du timing? Et effectivement, cette question elle est vraiment très importante. Quand est-ce que vous devez délivrer cette information lorsque vous faites de la prospection commerciale? Et pour le coup, il y a une différence entre collecte directe et collecte indirecte. Qu'est-ce que c'est que la collecte directe? La collecte directe, c'est lorsque les données sont recueillies directement auprès des personnes. Par exemple, un formulaire sur Internet par lequel une personne va aller prendre contact avec une entreprise. Vous remplissez un formulaire sur Internet et vous allez donner vos données personnelles à travers ce formulaire, nom, prénom, etc. Ça, c'est la collecte directe. Ou encore que vous faites de l'achat en ligne. Vous êtes donc bien actif, acteur de la transmission de vos données. La collecte indirecte de l'autre côté, ça veut dire que les données ne sont pas collectées directement auprès des personnes concernées. Les données sont reprises sur un site Internet ou bien elles sont vendues par un tiers, mais elles ne sont pas recueillies directement auprès des personnes. Dans le cas de la collecte directe, quand est-ce que vous devez informer la personne? Au moment de la collecte, tout simplement. Lorsque vous êtes dans le cas d'une collecte indirecte, vous devez transmettre les informations, c'est-à-dire lorsque vous reprenez par exemple des informations sur un site Internet tiers, par exemple sur LinkedIn, on va y aller dans quelques instants, mais sur un site Internet tiers, vous ne devez pas dépasser un délai de 30 jours avant d'informer les personnes du contenu des données personnelles qui ont été collectées, du traitement qui est fait, etc. etc. Et vous devez le faire
avant même 30 jours si vous avez une première communication avec elle. Autrement dit, si vous commencez à prospecter la personne avant un délai de 30 jours, au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, quand vous avez acquis une base de données, par exemple, ou lorsque vous contactez une personne, vous devez lui donner l'information à ce moment-là. Donc, au plus tard, 30 jours après avoir fait la collecte. Ma recommandation à ce stade, attention de bien vous ménager la preuve de l'information et du recueil du consentement des personnes dans les délais applicables. En cas de visite d'une autorité de contrôle, cette preuve pourra effectivement vous être demandée. Sur la forme de l'information, comment faire? Pour le coup, il y a une distinction entre le distanciel et le présentiel. Le distanciel, on va prendre l'exemple effectivement du site Internet. On collecte de façon directe via un site Internet. Eh bien, on va avoir une information de premier niveau et un lien vers la politique de confidentialité. Typiquement, vous avez un formulaire de contact. Eh bien, vous avez une petite case que vous devez intégrer. Je consens au traitement de mes données personnelles. Pour prendre connaissance de la politique de confidentialité, cliquez sur le lien suivant et vous avez un lien hypertexte. Bon. Et donc, vous avez effectivement ce principe-là de la mention de premier niveau et du lien vers la politique de confidentialité qui peut être donné également par les emails en cas de prospection à l'égard d'un tiers. N'oubliez pas que vous devez effectivement à chaque fois avoir ce système d'opt-out, excusez-moi, donc de possibilité de se désabonner lorsque vous envoyez effectivement des emails. En présentiel, pour le coup, la situation peut être un petit peu différente. Lorsque vous collectez des données personnelles dans un salon, dans une manifestation, dans une soirée, par exemple, avec un échange de cartes de visite. C'est vrai que pour le coup, ça se fait soit via un formulaire papier, soit via un affichage en caisse au stand. Et pour le coup, il y a même des exemples, des pratiques qui existent, qui ont été mises en place dans un certain nombre d'entreprises, et notamment dans une dont j'ai fait l'expérience personnellement et dont je voulais vous en parler. Comment faire pour, lorsque je suis dans une entreprise, lorsque le conseiller, le vendeur va me demander les données personnelles, comment faire pour remplir l'obligation d'information auprès de la personne? Eh ben, on a un exemple, par exemple, lorsqu'on va aller dans un garage automobile pour faire des travaux d'entretien sur son véhicule. Le conseiller, donc on s'assoit autour d'une table, le conseiller va collecter les données personnelles, il va les remplir sur son ordinateur en direct, et à la fin du processus, le logiciel va en réalité afficher les mentions obligatoires sur l'écran et le conseiller va me présenter une tablette sur laquelle je vais prendre connaissance des mentions d'information et sur laquelle je vais pouvoir apposer une signature électronique. Et donc, il remplit bien cette obligation à ce moment-là, puisque je suis bien en présentiel et il m'a donné cette information au moment où il a collecté mes données personnelles. Et dans l'idéal, on peut même aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai signé de façon électronique sur la tablette, on peut même imaginer que le recueil du consentement soit validé par l'envoi d'un email sur ma boîte mail en me disant que tel jour, effectivement, j'ai consenti au traitement de mes données personnelles avec telles informations, etc., etc. Et donc, on a un email récapitulatif. Ça, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique, effectivement. L'essentiel, c'est de toujours vous ménager la preuve de la collecte des informations auprès des personnes concernées. Gardez bien ça à l'esprit. Le système d'opt-out, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais aller très brièvement là-dessus. Ce système, c'est un moyen gratuit et simple pour que la prospection cesse à l'égard du destinataire. Ce système doit être systématiquement proposé pour la prospection commerciale par voie électronique. Vous pouvez vous inspirer, comme je vous l'ai dit, des emails promotionnels que vous recevez sur vos messages privés ou professionnels, par exemple avec la mention me désabonner, qui va renvoyer vers un lien hypertexte, etc., etc. Ça, ce système d'opt-out, pour la prospection commerciale, il doit être systématique à chaque acte de prospection, à chaque email envoyé. L'exemple de la carte de visite. Alors, je voulais m'arrêter dessus. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même m'arrêter dessus, et notamment sur LinkedIn. Je vois que Madame Munier se connecte. Je disais qu'effectivement, c'était... Vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Allô? Je disais qu'effectivement, oui, c'était important. Ce sont des échanges de cartes visite, c'est effectivement important. Oui, tout à fait. Donc, vous ne m'en voudrez pas effectivement de peut-être déborder de quelques minutes, mais en tout cas, effectivement, je voulais aborder ce système-là. C'est l'échange de cartes de visite, c'est effectivement une pratique extrêmement courante.
Et la carte de visite contient évidemment des données personnelles. Et donc, ça veut dire qu'en recueillant une carte de visite, vous allez bien collecter des données personnelles au sens du RGPD. Or, effectivement, comment traiter la carte de visite? Il y a une discussion, ou en tout cas, il y a une incertitude sur le fondement. Est-ce qu'on se base sur le consentement de la personne ou bien est-ce qu'on se base effectivement sur l'intérêt de l'entreprise à devoir prospecter la personne? Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque l'on met en conformité son entreprise, on doit, pour chaque traitement, choisir une finalité. Une base légale de traitement. Il y a 6 bases légales de traitement et pour la carte de visite, il y en a 2 qui sont potentiellement envisageables. D'abord, le consentement. Le consentement de la personne, eh bien, si on se base là-dessus, ça voudrait dire qu'en réalité, le fait de donner sa carte de visite, ça implique le consentement de la personne à voir ses données personnelles collectées. Mais est-ce que la personne en est vraiment informée? Est-ce que lorsque vous donnez votre carte de visite, vous avez vraiment un consentement éclairé au sens du RGPD? Est-ce que vous êtes informé, par exemple, lorsque vous donnez votre carte de visite, qu'on va potentiellement vous inscrire à un newsletter, vous envoyer des emailings? Ou bien est-ce qu'en réalité, lorsqu'on donne la carte de visite, on s'attend simplement à être recontacté? Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu par rapport à la prospection commerciale. Ce que je vous recommande de faire, si vous choisissez le consentement comme étant une base juridique de traitement, c'est de toujours conserver la carte de visite et de la numériser pour servir de preuve du consentement de la personne en cas de contrôle. Et vous pouvez même, en bonne pratique, envoyer un email type de la personne dans un délai maximum, on va dire de 1 mois. Normalement, ça devrait être fait immédiatement, mais dans un délai immédiat, dans un délai maximum de 1 mois, dans lequel vous allez rappeler à la personne le contexte dans lequel il a transmis sa carte de visite, si vous souhaitez l'inscrire sur une newsletter ou sur une liste de diffusion, l'identité de la société ou des entités qui vont traiter les données, la finalité et un lien hypertexte vers la politique de confidentialité avec également un système d'opt-out, donc de possibilité de se désabonner. Et ça, c'est effectivement une bonne pratique. On peut également se poser la question de savoir s'il y a un autre fondement qui peut servir, c'est l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt, ça veut dire qu'en gros, en donnant ma carte de visite, je peux raisonnablement m'attendre à ce que mes données soient traitées à des fins de prospection commerciale. Et la personne à qui j'ai confié ma carte de visite serait donc légitime à traiter mes données pour me recontacter et me proposer de me vendre ses produits et services. À la limite, peu importe, et c'est pour ça que je vous ai livré cette recommandation, gardez à l'esprit que vous devez choisir de toutes les façons la base juridique, l'intérêt légitime ou le consentement, mais dans les 2 cas, que vous choisissiez le consentement ou l'intérêt légitime, vous devez toujours informer la personne. Donc idéalement, effectivement, informer la personne de l'identité et transmettez-lui bien effectivement toutes les informations relatives, les informations que je vous ai listées avant. Je voudrais également m'arrêter sur LinkedIn parce que c'est quand même quelque chose de très important. LinkedIn est effectivement une grande base de données dans laquelle on a un certain nombre de données personnelles qui sont inscrites. Or, effectivement, lorsque l'on va aller sur LinkedIn, on va donner un droit d'accès à la société LinkedIn sur ses propres données personnelles. D'accord? On accepte que la société LinkedIn nous présente des produits, des services qui sont sponsorisés, puisque lorsque l'on a créé un compte LinkedIn, on a en réalité validé les conditions générales d'utilisation. Et donc, ça veut dire que LinkedIn fait de la collecte directe. LinkedIn accède de façon directe à mes données personnelles. Et pas de souci par rapport à ça. Le souci, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez effectivement, vous, entreprise, aller prendre un certain nombre d'informations sur des profils de personnes qui sont sur LinkedIn. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'une personne met ses données sur LinkedIn, la personne n'a pas accepté, n'a pas consenti à ce que ces données soient exploitées par tout type d'entreprise pour envoyer tout type d'email sur des produits ou des services. Il n'y a pas eu ce consentement-là qui a été donné vis-à-vis des tiers. Parce que même si ces données sont librement accessibles, pour autant, on ne peut pas en faire ce que l'on veut. C'est ce que je vous ai rappelé effectivement comme principe. Donc, si vous souhaitez collecter sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Vous pouvez effectivement le faire. En revanche, pensez à envoyer un email type dans les 30 jours de la collecte, dans lesquels vous allez rappeler à la personne le contexte dans lequel les données sont collectées, quelles données ont été collectées, l'identité de votre société, la finalité du traitement,
un lien vers la politique de confidentialité et également toujours ce système d'opt-out. Voilà la bonne pratique, effectivement, pour LinkedIn si vous souhaitez aller collecter sur cette base de données-là. Attention toutefois, je voudrais vous donner un avertissement et après j'en aurai peut-être terminé, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la prospection par téléphone, mais en tout cas je voulais quand même m'arrêter sur le web scrapping. Alors le web scrapping, qu'est-ce que c'est? Ce sont des technologies, des logiciels qui permettent d'extraire le contenu de sites internet de façon automatisée. Appliqué à LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un logiciel qui va permettre de reconstituer en tout ou partie une base de données d'un certain nombre de prospects sur LinkedIn et pour les vendre à des tiers. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui vont aller extraire le contenu de bases de données, reconstituer des bases de données, puis les vendre à des tiers. Attention, attention parce que la base de données de LinkedIn est protégée contractuellement et légalement. Vous avez une double protection, à la fois dans le contrat et dans la loi. Dans le contrat, vous vous êtes engagé dans les conditions générales d'utilisation de LinkedIn, c'est l'article 8.2, je suis allé les vérifier, à ne pas effectivement porter atteinte, à effectuer du web scrapping ou à copier des données qui sont présentes sur LinkedIn en tant qu'utilisateur. Donc là-dessus, attention parce que vous pourriez potentiellement voir votre responsabilité engagée. Deuxième chose, c'est qu'il y a une protection légale qui peut être donnée par le Code de la propriété intellectuelle sur les bases de données, par l'article L341.1 du Code de la propriété intellectuelle, où on a le droit des bases de données qui s'appliquent et également le droit d'auteur. Pour LinkedIn, ce n'est pas nécessairement une question qui se pose parce que c'est une société qui est soumise au droit américain. Et encore, le droit américain prévoit la protection des compilations. Mais en tout cas, sur d'autres bases de données de sociétés qui seraient situées en France comme des annuaires, attention, parce que vous avez cette protection qui peut être donnée aux producteurs de bases de données. Donc, vous seriez potentiellement, effectivement, en situation, lorsque vous procédez à du web scrapping, en situation de responsabilité. Je ne sais pas, Madame Munier, si je vais avoir le temps de réaliser de continuer sur la prospection téléphonique. Je pense que c'est un point effectivement extrêmement important. On est vraiment sur le terrain là. Alors j'ai envie de dire, est-ce que vous, dans votre timing, pouvez le faire? Je pense que c'est important. Les entreprises qui, elles, sont tenues par le temps, on peut comprendre qu'elles soient obligées de se déconnecter, mais le webinaire sera en ligne, donc c'est un moindre mal. Mais si vous pouvez, je pense que la prospection par téléphone est un élément important également. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. D'autant plus. Non, mais je pense très honnêtement. Alors, il faut toujours se méfier quand un avocat dit qu'il va aller vite. Hein. Généralement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Au moins sur ce point. Voilà. Au moins sur ce point-là, c'est ça. Allez, je pense qu'en 3 à 5 minutes, je vais pouvoir brosser, je dirais, le tableau de la prospection par téléphone. Vous avez été tellement clair jusqu'à présent qu'il n'y a pas de questions et réponses. Donc, pas de questions. Tant mieux. On continue et je reviendrai sur un point tout à l'heure. Je vous remercie. Aucun problème. Donc, effectivement, la prospection téléphonique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, prospection par voie électronique, principe du consentement. C'est très clair. Et puis, vous vous souvenez, vous avez 2 exceptions. Bon, prospection par téléphone, c'est autre chose. C'est l'inverse. En réalité, le consentement préalable n'est pas nécessaire. Mais vous devez effectivement donner des informations à la personne, puisque vous avez collecté ces données personnelles, et puis vous les traitez. Donc, en réalité, vous devez donner une information de premier niveau, c'est-à-dire qui traite ces données personnelles, et vous devez également donner la possibilité, lorsque vous faites de la prospection téléphonique, donner la possibilité aux personnes d'accéder à l'information complète, où les données ont été prises, quels sont les traitements qui sont faits, quelle est la base juridique retenue, combien de temps elles sont gardées, à qui sont-elles transmises, etc., etc. Et donc, une information doit être donnée et il doit y avoir un système de communication via le téléopérateur, par l'activation d'une touche, par exemple, du clavier ou par l'envoi d'un courriel. Il doit y avoir la possibilité d'accéder à l'information complète. Donc, ce consentement préalable n'est pas nécessaire, mais pensez toujours à l'information complète que vous devez donner quand même à la personne. Deuxième chose, c'est qu'il doit toujours y avoir un droit d'opposition. En gros, lorsque vous êtes prospecté téléphoniquement, vous devez toujours avoir la possibilité d'avoir un système d'opt-out effectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la collecte, eh bien,
Lorsque vous rentrez vos données personnelles, comme votre numéro de téléphone, sur un site Internet, pensez, ou en tout cas, si vous êtes une entreprise qui fait de la prospection par téléphone, pensez à ajouter une case à cocher lors de la collecte du numéro de téléphone par laquelle la personne peut s'opposer expressément à ce que ces données soient utilisées pour recevoir de la prospection commerciale par ces canaux de communication. Donc, dans les bonnes pratiques, on pourrait tout à fait imaginer qu'effectivement, on ait un consentement pour la prospection électronique, qui suppose le consentement, et la possibilité, donc une deuxième case au moment de la collecte, deuxième case pour pouvoir s'opposer à la prospection commerciale par voie téléphonique. Ça, c'est une bonne pratique au niveau de la collecte. Deuxième chose, au niveau de l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité ensuite de se désabonner, de s'opposer, mais pensez à bien mettre en place avec les téléopérateurs et des sous-traitants un système qui permet de comparer chaque numéro composé avec la liste d'opposition pour rendre l'opt-out efficace. En gros, une personne qui a fait jouer son droit d'opposition ne doit pas recevoir une nouvelle sollicitation par voie téléphonique. Il y a des spécificités sur la prospection téléphonique à l'égard des consommateurs. J'insiste là-dessus. À l'égard des consommateurs, vous devez donner un certain nombre, vous devez donner des informations. Vous devez notamment, c'est à droite sur mon PowerPoint, vous devez informer la personne du droit qu'elle a de s'inscrire sur la liste Blocktel. Blocktel, qui permet effectivement d'éviter la prospection par téléphone. Lorsque vous prospectez par voie téléphonique, vous ne pouvez plus utiliser de numéros masqués. On le voit bien, c'est vrai que ça a changé. Avant, on était tous prospectés avec des numéros masqués. Et d'ailleurs, on ne répondait plus jamais aux numéros masqués. Et maintenant, on se fait appeler par des 03, 09. Mais en réalité, c'est parce que ça découle bien d'une obligation légale. Enfin, autre obligation, il ne doit pas y avoir de prospection téléphonique pour les personnes qui sont inscrites sur Blocktel. Très concrètement, c'est le petit schéma que je vous ai mis au milieu. Avant chaque campagne de prospection par téléphone, ou bien une fois par mois, si c'est l'activité habituelle de la société, l'entreprise, donc qui est tout à gauche avec la petite personne avec son casque sur la tête, doit transmettre la liste des prospects à la société Blocktel, et la société Blocktel va retransmettre aux prospects la liste des prospects expurgés des personnes qui sont sur la liste Blocktel. Et ça, effectivement, c'est une obligation. Donc, ça va permettre ainsi aux personnes de ne pas être sollicitées et à la société Blocktel de rayer, de raturer, d'enlever le nom des personnes qui sont inscrites. C'est une obligation légale. Donc, normalement, si vous êtes sur la société Blocktel, vous ne devez plus être soumis à des prospections commerciales intempestives. Voilà là-dessus. Attention, et j'en ai fini sur la prospection par voie de téléphone. Je voulais juste vous donner un tout petit point très important sur l'achat de bases de données. Attention, le seul fait d'acheter une base de données ne vous libère pas, ne vous exonère pas d'un devoir de vigilance. Ce n'est pas parce que vous achetez une base de données que cette base de données elle est nécessairement conforme. Vous ne pouvez pas vous reposer sur votre vendeur pour avoir confiance en lui et se dire si j'achète une base de données, c'est que nécessairement la personne auprès de qui je l'achète a recueilli le consentement des personnes. Oui, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous devez, en réalité, aller plus loin. Vous devez pouvoir demander à la personne qui va vous vendre cette base de données de vous justifier que les personnes ont bien transmis leur consentement, que les personnes ont bien effectivement remis leur consentement pour être dans cette base de données. Sinon, effectivement, vous pouvez être sanctionné. On a une décision du 7 décembre 2020, la société PerformClick qui a été effectivement sanctionnée là-dessus. Voilà, j'en ai fini. Je crois que je rentre même dans les 5 minutes. Je m'étais engagé. Donc voilà, je ne serai pas plus long, même si j'avais quelques slides encore, mais les questions et les réponses. Alors, avant de commencer, merci beaucoup pour ces principes importants qui ont été revus effectivement d'un point de vue général RGPD, mais effectivement pour l'international. Je vais juste vous poser une question avant de passer à quelques questions que j'ai relevées, auxquelles peut-être il y a déjà eu une réponse. Je voulais juste revenir sur un point sur les CTT. Les anciennes clauses sont valides en slide 29. Les anciennes clauses sont valides jusqu'au 27 septembre 2021 ou 2022. Est-ce
on a bien compris qu'il y avait les pays dits adéquats. On peut Ouais. utiliser effectivement des Alors, clauses contractuelles vous en slide pouvez. 29. Ouais. Et j'ai cru entendre 2022 tout à l'heure, 27 septembre 2022, mais je vois 2021. Donc, j'avais un doute. Voilà. En fait, vous pouvez, sur la base des anciennes versions, conclure des contrats jusqu'au 27 septembre 2021. Donc, ça veut dire qu'il vous reste 6 jours. D'accord. Mais Ouais. après le 27 septembre 2021, vous devez impérativement conclure des contrats sur la base des nouvelles versions. Voilà. Et pour celles qui auraient été conclues donc avant le 27 septembre 2021, elles restent valables encore pendant une durée d'un peu plus d'un an jusqu'au 27 septembre 2022. Donc, pensez Ça, à c'est mettre très à jour, important. en tout cas, entre ces deux dates, vos clauses pour adopter les nouvelles versions de la Commission. Très bien, je vous remercie. Donc, pour en revenir à une question qui avait été posée, mais vous y aviez répondu, je pense, la personne demandait si la RGPD s'applique uniquement dans la collecte et l'utilisation de données des personnes physiques ou la collecte et l'utilisation des données de personnes morales, entre elles aussi, c'est-à-dire la vente client B2B. Alors, il y a deux choses à distinguer. Premièrement, on parle bien de données personnelles, c'est-à-dire qu'une donnée, comme par exemple le nom d'une société ou son adresse, n'est pas considérée comme étant une donnée personnelle, puisque ce n'est pas une personne, ou en tout cas c'est une personne morale, mais ce n'est pas une personne physique. Donc c'est deux choses différentes. On a bien vocation à protéger les données des personnes physiques. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur le B2B, c'était l'un des exemples que j'avais donné là, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est en lien par rapport au principe du consentement, si c'était par rapport à ça, c'était par rapport à ce slide-là ou pas? La personne ne précise pas, c'est d'une manière générale. Et donc, c'est par rapport au principe. Donc, ça s'applique également. Donc, si une personne est effectivement, si on collecte les données personnelles d'une personne, mais qui sont des données qui peuvent être des coordonnées professionnelles, ce sont bien des données personnelles qui permettent d'identifier la personne et donc c'est bien soumis au RGPD. Deux autres questions. Quelles sont les bonnes pratiques concernant la durée de conservation des données personnelles relatives à la prospection? Deuxièmement, quid de l'utilisation d'outils dont le siège est aux États-Unis depuis le Cloud Act? Ouais. Alors, sur la durée, alors ça, voilà, on pourrait y passer encore 2 heures. Des durées de conservation des données. En fait, il y a trois phases en fait à retenir sur la durée de conservation des données. D'abord, lorsque vous collectez une donnée, vous l'avez en base, ce qu'on appelle en base active, c'est-à-dire que vous traitez la donnée. Vous êtes en train effectivement de réaliser une vente, ou bien lorsque vous recevez des candidats, vous pouvez effectivement conserver les données d'un candidat pendant une durée de 2 ans. Et là, effectivement, on peut avoir des durées qui sont posées par la loi ou pas, ça dépend. Donc, on a d'abord une durée de conservation en base active. Et là-dessus, il faut se référer soit à des normes légales lorsqu'il y en a, mais ce n'est pas le cas pour toutes les données, soit effectivement, il faut le déterminer elle-même, c'est-à-dire que l'entreprise doit se positionner elle-même pour savoir quelle est la durée de conservation qui doit être normale et adéquate et proportionnée. Ensuite, on a effectivement un archivage intermédiaire et ensuite un archivage définitif. L'archivage intermédiaire, c'est lorsque vous allez conserver une durée, une donnée personnelle, par exemple pour répondre à une obligation légale, comme par exemple lorsque les données de facturation, vous les conservez 10 ans en application du code de commerce, bon, même si la personne n'est plus cliente. Donc vous avez en réalité une deuxième phase, c'est cette phase d'archivage intermédiaire. Et puis ensuite, on a l'archivage définitif, lorsque effectivement on ne va plus conserver la donnée, plus pour une utilisation active, et bien là-dessus, il doit y avoir une interrogation qui se pose à l'entreprise sur effectivement la durée de conservation adéquate. Donc la réponse à la question, elle est difficile parce que soit vous avez des clauses, soit vous avez des obligations légales sur des durées de conservation, soit vous n'en avez pas, et à ce moment-là, il faut que vous déterminiez en interne. Je vous renvoie pour cela à un guide pratique qui est fait par la CNIL, qui est très bien et qui va vous permettre effectivement de déterminer quelles sont les bonnes pratiques en matière de durée de conservation.
Très bien, je vous remercie. Je vérifie si on a d'autres Ah, il y questions. avait le Cloud, il y avait le Cloud Act. Voilà. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc, le principe est celui que je vous ai exposé. Il n'y a pas de décision d'adéquation vers les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant un niveau de protection adéquate ou similaire au RGPD. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer sur une décision de la Commission. Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez adopter les clauses contractuelles type lorsque vous faites des transferts aux États-Unis, même lorsque vous avez une société à l'intérieur d'un groupe ou lorsque vous faites avec un sous-traitant ou avec un partenaire. Lorsqu'il y a un transfert de données personnelles vers un pays, il doit effectivement y avoir ces clauses contractuelles type lorsqu'il n'y a pas de décision d'adéquation. Sur la notion d'antériorité, pour les personnes déjà clientes, dans tous les cas, cela suppose qu'il y ait eu antérieurement un consentement de données. Oui, tout à fait, puisque en réalité, c'est la première condition, c'est-à-dire que les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui dans le respect du RGPD. Tout à fait. Ouais, ok. Donc ça, c'est un principe de base, effectivement, à retenir. Je ne sais pas si Exactement. vous Mais ça veut aviez... dire qu'en Oui, réalité, voilà, vous pouvez prospecter à nouveau vis-à-vis du client. Voilà, c'était ça en fait l'exception. ouais, ok, très bien. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres questions, ni dans... Je vérifie dans l'onglet discussion, au cas où. A priori, non. Vous aviez, je crois, proposé des questions... Oui, voilà, des questions et que des vous réponses pouvez... toutes prêtes. Voilà, si vous aviez... J'en ai pour 3 minutes. Voilà. 4 maximum, allez, mais je ne vais pas être très long. Euh, alors, c'était sur quel slide? C'était tout à la fin. 52. 52, voilà. Voilà, les effets bénéfiques, bon, ça c'était des observations. Ok, bon, cette première question, elle est assez évidente. Je pense que tout le monde l'aura deviné la réponse. Je suis un entrepreneur individuel, une TPE, une PME, je ne traite que quelques données personnelles, le nom, le prénom, les emails de client. Est-ce que mon entreprise peut être exemptée d'une quelconque façon de la conformité au RGPD? La réponse est non, il n'existe pas de seuil d'exemption. À partir du moment où une personne physique ou morale va collecter des données personnelles, aussi banales soient-elles, eh bien, il va y avoir effectivement une obligation de respecter la réglementation. En revanche, effectivement, attention, parce que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les obligations peuvent être plus ou moins importantes, notamment si vous collectez des données sensibles, auquel cas vous avez des analyses d'impact, etc., des obligations un petit peu plus importantes qui sont mises à votre charge. Deuxième Après, question. Pardon? oui, non, je disais, c'est un principe effectivement important à rappeler, quel que soit le profil, Voilà. tout à fait. Exactement, parce que ce n'est pas le cas de toute la Oui. conformité. Hein. Par exemple, la lutte Oui. anticorruption, il y a des seuils d'application. La loi Sapin 2, c'est vrai que voilà, on ne rentre pas tous dedans. Le RGPD, si, tout le monde rentre dedans, à partir du moment où il y a de la collecte. Deuxième question, je conserve uniquement mes documents et mes formulaires de collecte des données sous format papier. Suis-je concerné? Normalement, si vous avez suivi un de mes premiers slides, je vous avais dit qu'effectivement, le RGPD s'applique, peu importe le support du fichier, il n'y a aucune distinction selon que le fichier soit numérique ou papier. Et donc, ça s'applique également à ce cas de figure-là. Troisièmement, comment faire? Alors ça, c'est une question un petit peu plus large. Comment faire pour commencer à mettre en place un processus Oui. de mise en conformité efficace? La première chose, et là-dessus, je dirais que alors, si vous suivez les recommandations de la CNIL va vous dire effectivement de tenir des registres. Moi, je commence un petit peu différemment. Je fais une cartographie. Une cartographie, c'est un schéma, un dessin avec effectivement des bulles, des flèches, des croix, etc., où on va aller dessiner un petit peu comme sur une carte géographique tous les traitements que vont faire une entreprise avec ses partenaires, ses sociétés sœurs, ses filiales. On va dessiner, on va synthétiser pour avoir une visibilité claire sur l'ensemble des traitements. Et donc, c'est un très bon outil à la fois en interne et en externe. On va pouvoir visualiser tout de suite, on va pouvoir se référer à ça, ce qui n'empêche pas après de faire des registres. Mais en réalité, la cartographie, c'est le premier schéma, c'est le premier dessin. Et c'est aussi parfois le plus complexe parce que c'est lui qui va permettre d'aller identifier tout ce que fait l'entreprise, tous les flux de données personnelles qui sont au sein d'une entreprise. Et donc, cette cartographie va permettre d'être un premier pas vers la mise en conformité. Très bien. Autre Merci pour question cette sur les mesures précision. de sécurité à mettre en place. Bon, là-dessus, effectivement, je vous renvoie à mon schéma. J'ai été relativement Oui, tout à fait.
préciser, voilà, juste, il y a eu une sanction quand même, hein. Le 14 juin 2021, 300 000 € d'amende pour ne pas avoir imposé des mots de passe suffisamment robustes aux clients dans la création de leur mot de passe. Alors, vous savez, hein, maintenant, vous allez sur n'importe quel site, vous créez un mot de passe, on vous demande d'avoir au moins 10 caractères, dont Oui, tout à fait. des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. En réalité, ça ne vient pas de nulle part, hein, c'est tout simplement une obligation, une recommandation de la CNIL. Et donc, effectivement, une société a été sanctionnée à quand même 300 000 € d'amende pour ne pas avoir imposé des mots de passe suffisamment robustes aux clients. C'est une décision d'il y a à peine 3 mois. Voilà. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier vraiment pour ces explications extrêmement claires et très pédagogiques parce que le sujet est complexe à comprendre. Nous espérons que ce webinaire vous permettra à tous d'allier le respect de cette réglementation et l'efficacité de votre prospection parce que bien évidemment, c'est la clé pour l'international, la prospection. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour les conseils, comme on a dit en introduction, et Maître Veloff, bien sûr, est à votre disposition. Vous aurez ce support, vous pourrez également le revoir en replay. Comme je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, je voulais… alors, s'il y a encore une dernière question, comment considérer le répertoire contact d'un téléphone où beaucoup d'infos perso peuvent être notées? Quelles infos au consentement? Alors, sur le répertoire téléphonique, effectivement, ça dépend en réalité d'où il vient. Il peut provenir effectivement d'un fichier qui a été constitué par l'entreprise, mais en réalité, d'où viennent ces informations? Ont-elles été collectées auprès des personnes? Et si effectivement elles ont été collectées soit de façon directe, soit de façon indirecte, si vous vous rappelez effectivement d'un de mes slides, vous devez dans tous les cas, donner une information. Donc, lorsque vous avez constitué un fichier qui est dans un téléphone, il faut s'interroger sur l'origine effectivement de ces données-là. Si ce sont des clients, des prospects, et en principe, ce sont des clients ou des prospects sur les téléphones professionnels. Et donc, ça veut dire qu'en amont, normalement, vous avez dû demander le consentement des personnes pour utiliser leurs données personnelles à des fins de suivi, de contrat, d'exécution, etc., en fonction de la base juridique que vous allez retenir, la prospection téléphonique, si vous voulez, pour le consentement, voilà, ou autre. Mais en réalité, de toutes les façons, il doit y avoir une information donnée aux personnes. Très bien, je vous remercie. Et pour faire, je vais conclure en fait sur la nécessité aussi de construire un réseau, d'avoir des relations effectivement en réseau pour accroître son fichier client éventuellement. Et BCI vous propose et vous invite, vous participants qui êtes encore nombreux, parce que je vois qu'il y a encore de nombreux participants à notre écoute, nous souhaitons également vous inviter à l'Assemblée générale de Bretagne Commerce International et la conférence qui aura lieu sur cette même journée sur le thème « Les leviers de croissance post-Covid et les enjeux de la RSE à l'international ». Cette journée se déroulera le mardi 5 octobre au centre des congrès Le Ponant à Passé, près de Rennes, de 11 h à 12h30 et suivra à cette occasion une table ronde avec des interventions de dirigeantes d'entreprises bretonnes qui aborderont ce sujet et ainsi qu'un cocktail qui vous permettra d'échanger justement avec les entreprises bretonnes présentes. On a tous envie de plus de présentiel, donc c'est l'occasion de se rencontrer à nouveau et également de rencontrer, puisque c'est l'AG pour la réélection des élus du directoire de BCI, de rencontrer les nouveaux membres élus du directoire de BCI, ainsi que les élus de la région Bretagne, le président de la région Bretagne et la vice-présidente à l'économie, ainsi que les élus de la CCI Bretagne et bien sûr, nous, vos conseillers qui sommes là pour être à votre écoute et nous aurons le plaisir de vous y retrouver. Je pense que nous avons fait le tour. Une autre personne me demande si nous allons retrouver le replay. Oui, alors vous allez simplement avoir la gentillesse de nous laisser le temps, en tous les cas pour la partie com, de mettre en forme et de reformater ce support. Mais tous les webinaires donc, de BCI sont désormais sur le BCI Info. Il faut juste laisser effectivement le temps à notre service com de le reformater. Mais oui, il sera bien évidemment en ligne. Et vous allez aussi recevoir le support PowerPoint par BCI sous quelques semaines. Voilà, à l'issue de ces webinaires, nous vous remercions de bien vouloir compléter un petit questionnaire que vous avez à la clôture de ce webinaire. Ceci nous permet aussi d'avoir un peu votre retour et puis d'avoir peut-être des informations ce que vous attendez sur ces sujets ou d'autres sujets. Merci à tous pour votre présence.
Et merci également vraiment vivement, Maître Veloff, pour ces explications qui ont été effectivement extrêmement claires sur un sujet qui effectivement est complexe et source effectivement d'amendes qui peuvent s'élever relativement vite. Voilà. Tout à fait. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, merci à vous. Merci d'avoir organisé ce webinaire. J'espère Je vous en prie. avoir été le plus clair possible, effectivement, sur un sujet qui n'est pas toujours très, très attractif. N'hésitez pas à vous référer à mes recommandations. Elles sont là pour ça. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mais en tout cas, voilà, j'espère effectivement que ce webinaire vous aura permis, en tout cas, d'appréhender avec un petit peu plus de clarté cet aspect important qu'est la prospection commerciale à l'ère où les données personnelles sont quand même un enjeu à la fois de réglementation et de conformité. Tout à fait, c'est un enjeu crucial. Je pense qu'on va rester sur ce point de conclusion. Merci encore à tous et peut-être donc à très bientôt. En tout cas, sur le sujet des webinaires, vous retrouverez dans notre agenda sur le site de BCI tous les réunions d'information présentielles ou encore webinaires que nous vous proposons. Et nous aurons plaisir à vous retrouver lors de l'AG le 5 octobre et de la conférence que je vous signalais à l'instant sur les leviers de croissance post-Covid et les enjeux de la RSE à l'international le 5 octobre à passer. Bonne fin de journée à tous, et merci encore et à très bientôt. Bonne fin de journée à Au tous. revoir, Maître Au Veloff. revoir. Merci encore. Au Au revoir. revoir. Merci à vous. Au revoir.